Jurassic Park, it's Jurassic Park, it's a park that's Jurassic. You're Jurassic Park, you're Jurassic Park, you're a park that's fantastic. What a fantastic park! Exclamation mark! It's fantastic, bombastic, orgastic, Jurassic Park! We have a T-Rex! Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode hors série sur la saga Jurassic Park. Donc c'est un spécial Movies Nerd sur la saga Jurassic Park. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et on avait déjà fait ça à la sortie du dernier Hobbit. Donc là on refait, on va vous parler des 3 films, plus notre découverte de la saga et notre attente sur Jurassic World, puisqu'on vient de finir de voir la retransmission en direct de l'avant-première à Paris. Donc là en ce moment les fans sont en train de le voir à Paris, donc on est assez jaloux, et donc c'est pour ça qu'on fait un podcast en ce moment. Et donc je me suis dit, on s'est dit, tant qu'à inviter quelqu'un dans le podcast, autant inviter un expert. Donc Eddie est avec nous. T'as la pression que tu me fous sur les épaules, quoi. Attends, tu vas pas me dire que Jurassic Park c'est pas ton film préféré, un de tes films préférés. C'est un de mes films préférés, ouais. Oui, mais je suis pas un expert, enfin je connais pas assez. On va dire que t'en connais plus. T'en connais plus que moi sur les dinosaures déjà, donc pour ça. Parce que je m'y intéresse, oui, voilà. mais aussi, après je suis pas infaillible non plus sur Jurassic Park. Enfin, je me suis documenté, j'ai vu les making of et tout ça, mais après voilà, je suis sur des sites de fans. D'ailleurs, allez sur jurassicpark.fr si vous voulez apprendre plein de choses, c'est un super forum. Moi, pour trouver les noms des dinosaures, c'est ce que j'ai utilisé et c'est super pratique, donc voilà. Ils ont toute une section paléontologie, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Voilà. Et donc les vrais experts sont là-bas. Moi, c'est grâce à eux aussi que j'apprends plein de choses, donc non, je pense que tu retransmets leur savoir, C'est ça, mais je pense que voilà, dans ce podcast, il va falloir. On va aborder, nous, la saga sous un angle peut-être plus cinéphile, entre guillemets, plus d'un point de vue artistique, en fait, et peut-être moins dans la paléontologie ou le pur fanatisme Jurassic Park. Mais bon, même s'il y en a un petit peu, parce que c'est vrai que moi, Jurassic Park, c'est le premier film que j'ai vu en live. Donc, sans plus tarder, on va commencer par notre découverte de la saga. Jurassic Park, comment on l'a découvert, quel était le premier film qu'on a vu de la saga, et donc je vais te laisser parler. Dis, vas-y, je t'en prie. Donc Jurassic Park, alors moi je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler de Jurassic Park, c'était dans les pubs qu'il y avait sur TF1. Quand ils ont annoncé que le film allait être diffusé, j'avais pas entendu, en fait j'étais tout petit, donc j'avais pas entendu que ça avait été tourné ou quoi que ce soit. J'étais pas au courant, et en fait j'ai appris l'existence de Jurassic Park via les pubs sur TF1 quand ils ont décidé de le diffuser. Je sais plus en quelle année c'était, mais j'étais pas vieux, et j'étais tout content parce que j'allais voir des dinosaures en vrai, enfin en vrai entre guillemets. J'allais en voir à l'écran. Et la première fois que j'ai vu Jurassic Park, je suis parti pendant la fameuse scène du T-Rex qui attaque le Land Cruiser. J'ai été me cacher dans ma chambre, ça me faisait trop peur. Donc du coup, je l'ai pas vu en entier la première fois. Je l'ai revu après. C'était un mercredi après-midi avec des copains d'enfance. On avait regardé Jurassic Park, et là je l'avais vu en entier et ça me faisait peur, mais j'avais trouvé ça quand même vachement bien. Et du coup après ça a été Jurassic Park, c'est un film qui m'a vraiment suivi toute mon enfance, en fait, depuis que je regarde des films. C'est le premier film que j'ai vu en live, et du coup c'est un film qui a évolué dans mon esprit. Donc au début il me faisait peur, après ça m'a fasciné, aujourd'hui je suis totalement fan, quoi. Pour moi c'est un pur objet de fascination. C'est magnifique, c'est l'un des si je devais me faire enterrer avec des films, il y aurait le DVD de Jurassic Park et celui de The Tree of Life et compagnie, enfin tous les films que j'adore, et celui-là, oui, il serait dedans, c'est sûr. Enfin, c'est vraiment un film qui m'a... C'est un film avec lequel j'ai un rapport particulier, c'est un rapport avec l'enfance, c'est avec plein de choses, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'attends Jurassic World au tournant, du coup, en espérant retrouver certaines sensations comme ça, quoi. D'accord, ok. Bon, moi ça va être un peu plus court. Je l'ai découvert beaucoup plus tard que toi. J'en avais entendu parler. Mes cousins en étaient assez fans, mais je l'avais jamais vu.
Et du coup, je l'ai vu à peu près à 14 ans, avec le DVD que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai été sur une petite télé là, un peu merdique, mais c'était Télé cathodique. voilà, mais c'était quand même génial et c'était magnifique et j'avais rarement ressenti ça devant un film. Et du coup, après j'ai vu le deuxième et le troisième, et enfin j'ai enchaîné directement quasiment. On va dire que la suite n'était pas aussi bonne que le premier, mais ce fut quand même un truc assez sympa à voir. Et du coup, après, quasiment tous les ans, je revois surtout le premier. Le deuxième. Je revois pas forcément les deux autres, mais c'est vrai que le premier, je le revois au moins une fois par an. Ouais, voilà. Parfois plus. Même. C'est un peu compulsif. Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, on va donc déjà on va vous dire que c'est pas vraiment des critiques. C'est plutôt on va parler des films, on va pas. Oui, on va pas aller à fond dans l'analyse non parce plus. On va revenir dessus, quoi. Parce que le truc, c'est que moi j'aurais vraiment du mal à faire. Je sais que t'en as fait une et que tu l'avais posté d'ailleurs sur le site. Sur Jurassic World, sur la bande-annonce. Ouais. Non, sur Jurassic Park. Ta critique de Jurassic Park. Oui, en hommage à Richard Attenborough. Voilà. Et du coup, moi je sais que je pourrais pas écrire une critique sur Jurassic Park parce que j'aurais trop de trucs à dire et je saurais pas par quoi commencer. Et du coup, je pense que c'est un bon moyen de faire ça via ce podcast. Et du coup, voilà, on est parti, je pense, pour le premier épisode de la saga. Tout de suite. On est donc au premier épisode de la saga Jurassic Park. Donc, bien sûr, c'est un film réalisé par Steven Spielberg. Le scénario est de Michael Crichton et de David Koepp, et c'est d'après le roman Jurassic Park de Michael Crichton. Donc, il est sorti en France, aux États-Unis le 11 juin 1993 et en France le 20 octobre 1993. Donc, à l'époque, il fallait attendre les films. La distribution, donc Sam Neill en professeur Alan Grant, Laura Dern en professeur Ellie Sattler, Jeff Goldblum en professeur Ian Malcolm, Richard Attenborough en John Hammond. Je sais pas comment on dit Attenborough, je sais pas. Attenborough, moi je dis. D'accord, mais je sais pas, j'ai jamais trop su la prononciation. Donc, Et puis après, il y a Samuel L. Jackson. Il y a pas mal de Wayne Knight. À l'époque, c'était pas un casting 5 étoiles. Hein. Ouais, mais je pense que c'était un bon casting, mais c'est vrai que ça l'est devenu au fur et à mesure. Ils ont gagné en postérité après, ouais. Voilà. Donc maintenant que j'ai à peu près tout dit, on va déjà. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous le dire dans l'intro, mais on va spoiler les films. Donc, oui, là on part du principe que comme pour le Hobbit, voilà. Vous les avez vus, donc on part de ce principe-là parce que sinon c'est pas intéressant. Donc on spoil les films. Si vous avez pas vu, déjà vous coupez le podcast, vous mettez sur pause, vous les regardez les trois et après vous réécoutez. Voilà. Vas-y, je t'en prie, tu peux commencer, Eddie, parler du film. Oui, si tu veux. Moi, j'ai pris mes notes et j'ai fait par 3 points. Ouais. 3 points. Il y a un point scénario, un point technique et après un point ambiance et mise en scène. Je sais pas. Qu'est-ce que tu. Ouais, on commence par le scénario en général. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Moi, ce que j'ai noté sur le premier Jurassic Park, pour moi, ce qui fait vraiment la force de ce film, au-delà de sa technique,
et du fait que il a posé vraiment une pierre angulaire dans le cinéma fantastique et et le blockbuster en Et général. même le cinéma en tout court, hein, parce que... Le cinéma tout court, oui, oui, faut le dire tel quel. Sa force aussi, c'est que c'est un film qui reste accessible pratiquement pour tous les publics grâce à l'écriture. Ouais. C'est un film qui est vachement bien écrit. C'est vraiment une histoire simple et qui du coup dénonce à la fois les dangers de la manipulation génétique, mais qui montre aussi le pouvoir de la science, qu'il soit bon ou mauvais. Donc pour moi, ça c'est vraiment la force du film, parce que c'est un film qui, grâce à ça, peut t'émerveiller. Justement, il te montre des dinosaures très réalistes, et en même temps qui peut te terrifier grâce à des scènes quand même où il y a quand même pas mal de tension. Je pense à la scène des raptors dans la cuisine. Même aujourd'hui, moi, elle m'érisse plus les poils comme quand j'étais petit. Enfin, j'avais pas beaucoup de poils quand j'étais petit. Elle m'érisse plus les poils, enfin, façon de parler. Mais la tension se ressent tout le temps, quoi. Tu vois, j'ai 24 ans et j'ai vraiment... parce que justement, je me revois petit, en fait, voir cette scène-là. Ouais, et puis même ça concurrence tous les plus gros films d'horreur, hein. C'est vraiment l'ambiance, et surtout dans cette scène et dans la scène dans la scène où elle va remettre l'électricité. C'est les deux grosses scènes vraiment films d'horreur avec le bras là du film. Enfin, quand le raptor apparaît après avoir remis l'électricité. C'est vraiment c'est vraiment très bien géré, hein. Ça concurrence vraiment très bien tout ce qui s'est fait. Du coup, c'est vraiment une spécificité pardon, à Jurassic Park. J'ai tout le temps envie de dire Jurassic World maintenant, c'est une catastrophe. C'est une spécificité, c'est une spécificité à Jurassic Park. Désolé. Parce que c'est vraiment un film qui est dans la mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les films d'horreur usent beaucoup du jumpscares pour faire peur. Et les blockbusters usent beaucoup des effets spéciaux pour en mettre plein la vue et tout. Alors que Jurassic Park, en fait, lui, choisissait soigneusement le temps d'apparition des effets spéciaux, et du coup ça revient à la même chose avec les jumpscares. C'est vrai qu'il y en a un ou deux dans le film et ils sont là et ils fonctionnent parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Jurassic Park, c'est aussi ça, c'est un film sur la mesure. En termes de technique, c'est vraiment super bien mélangé. Enfin, tous les passages sont super bien mélangés. Il y a vraiment je trouve que entre les ambiances, surtout, il arrive vraiment à gérer, à sauter d'une à une autre, et sans que ça paraisse forcé, en fait. Et ça, c'est vraiment. Alors juste comme ça, parce qu'on m'a fait un peu la remarque aussi que parfois on employait des termes que les gens connaissaient pas forcément. Ah, d'accord. Les jumpscares, c'est quand par exemple dans un film d'horreur, il y a toute la mise en ambiance, une porte qui grince, la lumière qui s'éteint et trucs. À un moment, on a par exemple, je sais pas, le fantôme qui apparaît comme ça d'un seul coup, et c'est fait pour faire sursauter. Donc, et il y a un gros bruit souvent. Voilà, c'est ça. C'est une agression visuelle et auditive. Pour faire réagir le spectateur. De toute façon, si vous voulez un exemple, vous regardez n'importe quel film d'horreur fait entre 2000 et maintenant, et c'est bon. Mais vous regardez les Paranormal Activity, qui ne sont basés que là-dessus, par exemple. Voilà. Et donc là, on a ça dans la scène où Ellie va remettre le courant dans le bunker. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une qualité à Jurassic Park, c'est cette manière de faire où le film dépendait d'un budget et non pas l'inverse, où il fallait bien choisir les scènes, où il fallait réfléchir les scènes surtout, et on pouvait pas faire n'importe quoi. Donc ça, donc là on a un peu divagué au niveau du scénario, on s'est un peu éloigné, mais en termes de scénario, ce qui est intéressant dans ce film, c'est ça. Pour moi, c'est qu'il est accessible et qu'il énonce des choses simples, mais qui du coup font réfléchir. Il y a vraiment une vision d'auteur et il y a un vrai discours derrière, et je pense que c'est vraiment son point fort aussi. Et l'exemple parfait, c'est le cartoon qui explique le processus scientifique du clonage, d'avoir pris... d'avoir mélangé l'ADN d'une grenouille avec le sang trouvé dans les moustiques. Et le cartoon est très bien réalisé, et donc du coup, même quand on est enfant, on comprend tout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il joue là-dessus en plus, c'est que le cartoon est fait pour des enfants, alors qu'il le présente à des scientifiques renommés ayant travaillé dans le domaine depuis plus de 15 ans ou plus de 20 ans. Et, c'est assez paradoxal. Voilà, c'est super drôle ça. Et du coup, mais ça c'est vraiment la patte Spielberg aussi. C'est Spielberg, il faut pas oublier que c'est quand même un grand enfant. Un grand enfant, et puis un grand conteur d'histoire aussi.
Et ça, c'est des petits éléments comme ça. Alors, oui, l'utilisation du cartoon, là, bah, c'est du pur Spielberg, ça, de traduire quelque chose comme ça. Qui pourrait être compliqué au premier abord, en fait. C'est ça, en fait, il le fait passer de manière très simple, et puis c'est pas une chose sur laquelle il a envie de s'attarder non plus, parce qu'il faut que ça soit là, c'est expliqué, mais en même temps, il le fait bien, et il le fait de manière intelligente. Ça, c'est une qualité de Spielberg, ça. Ouais. Une autre grande qualité pour moi, dans le scénario, c'est les personnages que je trouve très, très bien développés. Ouais. Moi, mon personnage préféré, de toute façon, c'est Professeur Alan Grant, qui me fait penser à un Indiana Jones de maintenant. Indiana Jones qui serait pas casse-cou. Voilà, c'est ça. Et qui aurait pas peur des serpents. Et, en même temps, Jurassic Park, c'est pas trop les serpents que tu crains, je pense. Dans le 3... Dans le 2, ouais, dans la scène de la cascade. Oui, c'est dans le 2, oui, c'est dans le 2. Quelle horreur. Moi, je peux pas, moi j'ai trop peur des serpents. Donc, ouais, donc le Dr. Alan Grant, que je trouve super bien développé. Ellie Sattler aussi, qui est vraiment... Enfin, la scène qui m'a vraiment marqué, c'est quand Hammond demande est-ce que c'est moi qui devrais aller remettre l'électricité parce que je suis l'homme et tout ça. Oui, et elle la dit, question du sexisme. Voilà, la question du sexisme et tout ça, j'ai trouvé ça super bien, super bien fait. Dr. Ian Malcolm, donc ça c'est Jeff Goldblum avec sa théorie du chaos qui remet... Et qui bégaye tout le long du film. Et dans la traduction française, je crois que je l'ai pas vu en anglais. Je l'ai vu en anglais pour la première fois, enfin pour la deuxième fois hier, avant-hier. Il me semble que c'est pareil. Enfin si, j'ai dû le voir en anglais. Je me rappelle même plus. Et ça m'a pas autant marqué. Enfin, il bégaye pas autant que dans la version française. Ouais, c'est un film que j'ai du mal à voir autrement qu'en VF du coup. Moi. Et du coup, ouais, moi j'aime beaucoup ce personnage aussi, mais Alan Grant reste mon préféré. Après, il y a John Hammond, etc. Il y a aussi toutes les phrases cultes qui sont devenues par rapport au film J'ai dépensé sans compter, etc. I spared no expense en anglais. Ouais. Et enfin voilà, et tout ça. D'ailleurs, le film est vraiment... sur Hammond, pour parler un petit peu des bouquins aussi, là, c'est si on voulait parler de la traduction, enfin de la transposition de l'œuvre de Crichton par Spielberg, il y a quand même beaucoup d'éléments qui divergent. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est pas si gênant que ça, parce que finalement, le roman est très bien et le film est très bien aussi, en fait. D'accord. Moi je l'ai pas lu, donc je pourrais pas te dire, mais... Bah, moi qui suis pas un grand lecteur, j'ai du mal à me plonger dans les bouquins. Je lisais étant petit, mais je lis beaucoup moins maintenant. C'est vrai que j'ai vraiment lu Jurassic Park et Le Monde Perdu très facilement. D'accord. Ouais. Parce qu'ils sont écrits, c'est pas compliqué à lire, mais en même temps c'est suffisamment fourni pour être intéressant. Ouais. Et c'est vrai que les romans sont un peu différents. Par exemple, John Hammond n'est pas du tout dépeint comme un papy gentil, milliardaire. C'est plutôt un homme d'affaires assez machiavélique dans le roman. Ça ferait bizarre. Ouais, ça ferait bizarre. Et après, il y a du personnage qui change aussi. Mais je trouve que pour moi, c'est pas vraiment un problème d'adaptation, parce que finalement, Spielberg s'est plus inspiré du roman, il s'est inspiré du roman pour le mettre à sa sauce, pas vraiment dans le but de l'adapter proprement. Donc finalement, moi je trouve que le roman et le film se complètent bien, en fait. Ouais. Donc voilà. Et à peu près pareil pour Le Monde Perdu. Oui. Enfin, moi j'ai pas lu, mais de ce que j'en ai entendu. Le Monde Perdu, c'est vrai qu'il y a des scènes dans Le Monde Perdu, j'ai trouvé dommage qu'elles soient pas dans le film, parce qu'elles sont vachement bien. Mais du coup, c'est un peu le même constat. Enfin, j'en reparlerai après, mais c'est un peu le même constat. Ouais. Et les enfants, il y a les enfants, bien sûr. Enfin, des enfants acteurs qui savent jouer. Alors, Jake Lloyd, il peut se faire voir. Quand on voit, donc il s'appelle Joseph Mazzello et Ariana Richards. Donc, qui crie comme personne. Hein. Elle. Ouais, mais enfin, je trouve que ça va encore. C'est pas. Ah oui, non, mais elle crie super bien. La scène où elle sort de. Elle n'en peut plus de sortir de la voiture et elle se rend compte que le T-Rex est juste devant et elle crie face caméra. Moi, ça me fait mourir de rire, ça. Quand j'étais petit, j'étais un peu comme elle, et en fait, maintenant, ça me fait rire. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait à cette gamine pour qu'elle tremble comme ça, parce qu'à un moment, elle est vraiment. Enfin, souvent, quand elle voit les dinosaures, elle est comme ça. Et elle fait passer pas mal de trucs. C'est vraiment. Enfin, moi, j'étais assez impressionné par son jeu. Enfin, la première fois que j'ai vu. Quand t'es petit, t'arrives vraiment à t'identifier à ces deux enfants, en fait.
Et Parce que ouais. c'est vrai que Tim, c'est vraiment l'archétype du gamin fan de dinosaures, Ouais, donc un peu voilà. comme ceux qui allaient voir le film. Mhm, mhm. Et c'est vrai que c'est bien, bon, c'est facile, c'est vrai que c'est un Ouais. personnage facile, mais pour attirer le jeune public, mais finalement ça passe bien et c'est plus intéressant qu'un gamin qui en a rien à foutre, quoi. Ouais. Et puis l'évolution des personnages, je trouve ça intéressant. Alan Grant qui déteste les enfants et puis après qu'il ait subi tout ça. Mm. Avec la scène finale où on le voit, on voit les deux enfants, enfin on le voit se reposer avec les deux enfants dans l'hélicoptère. D'ailleurs cette scène finale, mais elle est magnifique parce qu'il n'y a aucun dialogue et il fait passer tellement Oui. d'émotions que c'est juste. Et le plan avec les oiseaux aussi qui s'en vont loin, Oui, ouais aussi, qui du mais coup reprend un peu la phrase de la nature de trouve Ian son chemin. Malcolm, où la vie trouve son Ouais. chemin, quoi. Enfin, Ouais. comme quoi on peut pas la modifier comme Mhm. on veut. Ouais. Par exemple, enfin, c'est un peu la métaphore de Oui, ça, oui. mais c'est joli, moi je trouve. Ouais, ouais, mais cette scène finale, elle est toujours. Enfin, moi, je la trouve toujours super impressionnante parce qu'il fait passer vraiment beaucoup d'émotions juste avec le regard des acteurs et avec Ouais. ses mouvements de caméra. Et donc, du coup. Ouais, le regard le De- regard de de Ellie, Hammond qui Ah oui, regarde qui regarde son moustique là sur son bout de sur bâton. sa canne Voilà. et qui se rend compte que il a fait une bêtise. Mhm. Et il y a plein de petits détails comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas ça chez Spielberg, qui trouvent que il est trop conventionnel dans ce qu'il fait, mais Mais enfin ouais, mais je sais pas, il faut. Et moi je trouve la scène parfaite parce qu'il a pas besoin d'expliquer. On n'avait pas besoin de voir John Hammond qui dit ah mince j'ai encore, j'ai ouais. loupé ce que j'ai fait, je suis désolé de vous avoir fait ça. Alors là on le voit juste avec son bâton en train de regretter. Surtout qu'il le dit avant, John Ouais. Hammond, quand Alan Grant lui dit j'ai décidé de ne pas Mhm. avaliser votre Ouais, parc, il moi lui non répond plus. moi aussi. Moi aussi, ouais. Donc voilà, je sais pas, moi de toute façon je vais vraiment avoir, enfin s'il va vraiment que je trouve des défauts à Jurassic Park, j'aurais du mal. Ouais, moi aussi, hein, j'ai vraiment du C'est mal. le genre de film, non, on ne touche pas, c'est pas possible. Ouais. C'est la première fois qu'on fait, je crois que dans tous les podcasts qu'on a pu faire, c'est la première fois que je parle d'un 2001 film que j'aime autant. 2001, Non. peut-être pas autant. Et il est dans mon top 10 des Ouais. meilleurs films de tous les temps, mais Ouais, pas autant, c'est sûr. Jurassic Park, c'est vraiment, c'est vraiment, tu me touches au cœur, quoi. Mhm, mhm. C'est ce Ouais. que je dis, rapport à l'enfance 2001, je l'ai vu, j'avais déjà une vingtaine d'années, donc, Ouais. donc voilà. Après, je sais pas si on devait parler de la technique, peut-être, les effets spéciaux. Ouais, mais enfin, ouais, juste au niveau du scénario encore, tout ce qui, il y a vraiment beaucoup de scènes cultes. Moi, la scène qui m'a marqué le plus et qui restera dans mon top des scènes que j'ai pu voir au C'est cinéma. vraiment un gros tas de merde. N'oubliez pas que vous lavez les mains avant de manger. Ouais, c'est pas ça. C'est pas celle-là, je pense. non. C'est vraiment la découverte des dinosaures où à chaque fois, mais même je la connais la scène par cœur, mais à chaque fois j'ai la chair de poule. Et parce que la scène est tellement bien filmée, tellement parfaite. Et tu te dis, ces La gens. scène avec le brachiosaure au début. Ouais. Où il découvre le dinosaure pour la première fois, où il se lève tout doucement de la voiture, on voit pas ce qu'il voit, on imagine, et puis d'un coup on voit ce brachiosaure là qui est en train de manger en haut dans l'arbre, et puis après la scène où on les voit tous à côté d'un lac, ça c'est vraiment. La scène du troupeau, ouais. Ouais, et puis je m'imagine à leur place en fait, à avoir travaillé à avoir pris tellement de temps à travailler sur ces théories sur ces dinosaures et puis de les voir. C'est ça qui est vachement bien. C'est ça qui est aussi fort dans l'écriture, c'est que du coup, et comme tu dis, ils développent bien ces personnages et du coup, on se met à leur place. En fait. Ouais, ils s'imaginaient, mais si on leur avait dit, vous allez voir des dinosaures en chair et en os, ils y auraient même pas pensé. Et du coup là ils ont travaillé pendant des années sur ça et ils les voient en vrai, et enfin moi je trouve cette scène magnifique, et voilà, donc c'est juste ça. Il y a aussi la scène de la clôture électrique qui m'hérisse les poils à chaque fois et qui fait monter la tension. Tout le temps en train de se dire vas-y mais monte, enfin descends après. Ouais, descends. Et puis après il se fait électrocuter, on sait pas comment il fait pour survivre, mais il survit quand même. La magie du cinéma. Voilà. Voilà, il y a tellement de scènes que je pourrais pas parler de tout, mais c'est vraiment. Déjà, si vous avez pas vu Jurassic Park, comment vous faites pour. C'est quand on est cinéphile, il faut avoir vu Jurassic Park. Voilà, c'est un film, il faut y passer au moins une fois. Voilà, donc après qu'on aime ou pas, ça c'est autre chose, mais il faut le voir. Ouais. Donc on peut passer à la technique si tu veux. La technique, on en a déjà parlé un peu. C'est vrai que les effets spéciaux, du coup, il y en a.
mais après ils sont utilisés vraiment avec parcimonie. Ouais. Mais ils sont là quand on pouvait pas faire autrement, quoi. Ouais. C'est aussi simple que ouais, ça. les effets spéciaux, c'est assez, CGI. voilà, c'est assez particulier par rapport à la saga Jurassic Park. On va en parler en détail C'est aussi. très propre à la saga. On va en parler aussi pour les deux suivants. C'est que ils utilisent le plus souvent des animatroniques dès qu'ils en ont besoin. En fait, c'est des animatroniques parce que si on commence à parler technique, donc Oui. c'est des espèces de, enfin, je sais pas si vous voyez à Disneyland par exemple. Ouais, On va prendre un c'est exemple. des robots, quoi. Voilà, des robots faits. Si vous allez à Disneyland, que vous faites, je sais pas, moi, Je- Pirates des Pirates Caraïbes, des par Caraïbes, exemple, voilà, c'est ouais. les pirates, c'est pareil, c'est des animatroniques, Voilà. c'est des automates, quoi. Voilà. Mais Et là, c'est des automates hyper perfectionnés. ouais. Du coup. Et donc, c'est utilisé le plus souvent. Et sur les plans où il y avait vraiment besoin que le T-Rex par exemple court ou des trucs comme ça, c'était fait en CGI, donc fait par ordinateur. Que vous êtes habitué maintenant, j'imagine, à voir ça dans tous les films qui existent. Et qu'on voit peut-être trop, justement. Voilà, justement. Et du coup, ce qui est excellent dans ce film, c'est que il trouve une espèce de balance, un équilibre parfait entre les deux méthodes. Et donc l'œil n'a pas le temps de s'habituer aux effets faits par ordinateur. Et du coup, tout paraît super réaliste. Et on n'a pas l'impression de changer de. On a toujours l'impression de voir quelque chose qui est réel. Et ça manque vraiment au cinéma en ce moment. Et c'est toujours quelque chose que j'apprécie en voyant des films des années 80-90. C'est le mal qui se donnait pour, surtout dans les années 90, pour essayer de rendre ces effets visuels, de les rendre intéressants, ce qu'ils pouvaient faire par ordinateur, mais aussi de pouvoir rendre aussi, de pas aller trop loin, comme on voit peut-être maintenant. Et donc voilà, moi je trouve ça super intéressant et j'adore ça dans ce film. Après, il y a vraiment en termes de technique, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont ultra complexes. Enfin, la scène, justement, la scène qui me faisait peur quand j'étais petit, lorsque le T-Rex sort de son enclos, qui est aujourd'hui pour moi vraiment l'une des scènes les plus classes que j'ai pu voir dans ma vie. Moi c'est ma scène préférée du film. Ah donc, oui, c'est le passage que je raterai pas. C'est là où je mets ma télé à fond parce que je veux vraiment entendre le T-Rex rugir comme possible. Ouais. Et d'ailleurs en Blu-ray c'est magnifique. Si vous n'avez pas vu les Blu-ray Jurassic Park, ils sont parfaits. Moi j'ai dû les regarder en DVD, mais le prochain achat que je fais c'est le Blu-ray parce que j'ai pas pu les acheter à temps pour le podcast, mais là la prochaine fois que je vois. Alors justement, on parlait de JurassicPark.fr, vous pouvez aller voir, ils ont fait toute une rubrique où ils comparent justement les différents types de Blu-ray. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, il y a des masters moins réussis. Moi j'ai celui avec la statuette du T-Rex qui défonce la porte du parc. Donc c'est une édition collector, je crois. Ouais, c'est avec les trois en même temps, les trois dans la même... Ouais, c'est la trilogie, ouais. Qui du coup, ça c'est un coffret qui est réédité avec l'emplacement pour Jurassic World aussi. D'accord, ok. Ouais, et donc ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, moi, ce coffret-là, je le trouve pas mal du tout. Oui. Parce qu'avant, j'avais les DVD qui avaient été réédités quand le DVD commençait à sortir. Et le DVD était pas mal, mais après, en termes de bonus, c'était bien. Mais sinon après ça changeait pas grand chose non plus quoi. Mais du coup cette scène là avec le T-Rex, elle est d'autant plus complexe que la plupart du temps c'est l'animatronique qu'on voit. Et en plus il s'impose une difficulté supplémentaire, c'est qu'il tourne la scène. C'est pas le fait de la tourner de nuit qui pose problème, c'est le fait de la tourner sous la pluie. Sous la pluie. À chaque fois il fallait sécher le T-Rex entre les prises parce qu'il commençait à trembler. Et tremblait pas de froid à cause de la pluie, mais c'est que du coup la carlingue commençait à trembler quoi. Donc tu te dis mais c'est des malades pour avoir fait ça. Voilà. Mais justement c'est ça la beauté du film, c'est qu'on voit qu'ils ont fait vraiment un effort pour rendre tout ça crédible et qu'il n'y a pas de... Et la beauté du film c'est qu'il y a un vrai souci artistique en fait. Il y a un souci du détail et même en profondeur de champ, c'est vrai que le film est vachement intéressant. Il y a Spielberg te dépeint vraiment ça comme... c'est un peu comme les pages d'un roman quoi, c'est que t'as des détails au premier plan, à l'arrière-plan, tout ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est les films qui en fait le film devient vraiment meilleur à chaque fois qu'on le revoit
parce qu'on découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. Par exemple, hier, j'ai découvert pendant la scène du T-Rex qui poursuit la voiture avec Ian Malcolm blessé. Dans le rétroviseur, il y a marqué les choses peuvent paraître plus rapprochées qu'elles ne le sont vraiment. Et on voit le T-Rex sur le, dans le rétroviseur, on le voit se rapprocher alors que en fait il est juste derrière eux. Et enfin voilà, c'est vraiment des petits détails comme ça. Il y a un clin d'œil de cette scène dans Toy Story 2. Ouais. Avec Rex qui court après la Jeep aussi. Ça me fait rire ça. Ouais, c'est des petits détails comme ça qui sont bien. J'aime bien aussi. Moi. Voilà, donc de toute façon Spielberg c'est mon réalisateur préféré, donc je pouvais pas je peux pas critiquer ce film parce que pour moi c'est je vais peut-être pas dire génie, mais vraiment un maître de son art. Génie, c'est un terme qu'on galvaude beaucoup, je trouve, dans l'industrie du cinéma. Maître de son art. Moi, j'aime bien dire ça. Je pense qu'il est vraiment maître de ce qu'il fait. Et par contre, c'est vrai qu'après, si moi je devais nommer un génie, il y a vraiment des réalisateurs que j'adore, mais je pense que oui, ce serait Kubrick. Ce serait Kubrick, je pense. Mais Spielberg, Spielberg était très ami avec Kubrick d'ailleurs. Il était très ami avec Kubrick, ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas vu IA. Donc, Intelligence artificielle, il me semble que c'est un projet de Kubrick. C'était un projet qu'il a repris. Apparemment, il est pas aussi bien que. Étrangement, moi, c'est l'un des Spielberg que je n'aime pas. D'accord. Moi, je l'ai pas encore vu. Il y a longtemps que je l'ai vu. C'est un des seuls que j'ai pas vu, je les ai quasiment tous vus. Et il doit me rester l'Empire du Soleil et celui-là, je crois. Donc voilà. C'est vraiment un film intemporel et qui vieillit pas. À chaque fois à chaque fois que je le revois, je suis toujours halluciné par tout ce qui a été fait durant ce film. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore moi, si je devais terminer sur la technique, je dirais que ce qui fait la force de ce film, grâce à la technique justement, c'est qu'il rend tout ça tangible en fait. On y croit. Ça nous paraît réel en fait. Déjà que dans le scénario, ce qu'on nous propose, ça paraît crédible. De ramener les dinosaures à la vie de cette manière-là. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est plus possible. Et je dirais pas malheureusement parce que je pense que ce serait une connerie de ramener les dinosaures à notre époque. Ça foutrait bien le bordel dans notre écosystème. S'il y a une chose que Jurassic Park nous a appris et ses suites, c'est que l'espèce humaine fera tout pour ramener les dinosaures à la vie ou pour les ramener. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait une catastrophe écologique. Quelque chose comme Jurassic World, justement. Mais en même temps, on reviendra sur la question, plus dans le deuxième. Je pense que je vais aborder ça. Mais ce qui est génial, du coup, c'est que, oui, grâce à la technique et au scénario, les deux combinés, ça crée quelque chose de tangible en fait. Il y a aussi la musique, on n'a pas parlé. Et la musique, bien sûr. John Williams, attends. Moi, je voulais en parler dans l'ambiance et la mise en scène, mais on peut passer à l'ambiance mise en scène. Et donc oui, et la musique, évidemment, oui. John Williams, la scène de l'hélicoptère, c'est là où je me suis rendu compte que j'allais adorer le film. La scène où on arrive sur l'île avec l'hélicoptère. On entend les trompettes et tout. Voilà. Et cette scène est juste monumentale. Et d'ailleurs, à chaque fois, dans chaque film, on voit un hélicoptère ou un avion arriver sur l'île. Dans Jurassic World, je crois qu'on va avoir on va avoir droit à l'hélicoptère. On voit dans une bande-annonce, et puis dans le premier trailer, on voyait le bateau aussi. Donc c'est sympa, ces petits clins d'œil. Je pense que ça va me plaire dans le film. Par contre. Et puis voilà, donc John Williams, c'est lui, c'est vraiment il sait ce qu'il fait. C'est un c'est le patron, quoi. Collaborateur de longue date avec Steven Spielberg. Et du coup, il montre encore sa qualité de compositeur. Enfin voilà, c'est vraiment une super bande originale. Il finit le truc, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais s'il n'y avait pas la musique, je pense que le film serait moins bien. Il perdrait, du coup. Si on ne l'avait jamais vu sans la musique de John Williams, on pourrait pas comparer, mais c'est vrai que du coup, si aujourd'hui c'était réédité. Hans Zimmer. Hans Zimmer qui fait la musique. Il y aurait des gros booms de Inception partout, en fait. Voilà. Et du coup, John Williams, c'est vraiment un super compositeur, comme d'habitude, et là, il fait vraiment le boulot à 100%. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter dans l'ambiance ?
Mais pas grand chose, qu'en fait, je me rends compte, tout ce que je voulais dire de la mise en scène et l'ambiance, j'en ai pas mal parlé dans la technique. Non, moi je dirais que après, c'est que c'est dans la grande tradition des films des années 80-90, tout ça, quoi. Donc Spielberg, il nous emmène vraiment, il emmène son public dans une aventure vachement bien, quoi. On ressort pas indifférent. Dont on ne ressort pas indifférent. Ah non, il laisse vraiment place à l'émerveillement et à la terreur aussi, et voilà, quoi. Ça fait, c'est vraiment, Jurassic Park, c'est ça, quoi. C'est un gros concentré de tout ça, et c'est pour ça que le film fonctionne. C'est parce que c'est bien fait, parce que c'est fait intelligemment et habilement, quoi. Alors oui, il y a peut-être 2-3 petits faux raccords, mais des gros faux raccords même pour une certaine scène, mais ça enlève pas la magie du film, quoi. C'est ouais. Bon, pour moi, pour conclure, je dirais que c'est un véritable film d'aventure. Avec des passages qui voleraient la vedette à beaucoup de films de notre époque. Et pour autant, c'est pas un film d'action pur et simple. Alors, finalement, de l'action, il y en a pas tant que ça. Justement, j'allais venir parce que je me suis dit en voyant le film, il faut absolument que je fasse ça. J'ai compté les coups de feu tirés dans le film. Donc, il y a 3 coups de feu dans le film en entier. Donc, ce qui est moins que dans la seule bande-annonce de Jurassic World. Donc voilà, ça vous donne une idée du film qui est vraiment fait. Après, je pense que dans Jurassic World, c'est qu'il va vraiment, il va falloir l'éliminer. Il faut l'éliminer, je pense. Celui-là, on n'essaie pas de le sauver. Enfin, on n'essaie pas de se sauver dans Jurassic World. Je pense que c'est qu'en fait, le grand méchant va vraiment représenter un danger à la fois pour le parc en lui-même, mais aussi pour c'est un danger général, quoi. C'est une abomination, en gros. Et je trouve qu'il y a un rapport assez intéressant avec entre Steven Spielberg et les armes à feu, parce que à chaque fois il fait des super plans d'armes à feu, mais en fait les personnages ne les utilisent pas, ou alors se font bouffer par des dinosaures. Par exemple, je prends la scène où elle va remettre l'électricité en place, et il y a le mec qui l'accompagne, je sais plus son nom. Muldoon, qui est le garde-chasse qui reste dans la forêt, Voilà, et donc il prépare tout son flingue et tout, il y a au moins 30 secondes de préparation, et puis d'un coup il voit le raptor s'approcher de lui, et puis il voit qu'il est foutu, il tire pas un coup de feu. C'est les scènes, ça c'est Spielberg dans tout son art, quoi. Voilà. Depuis le début, il nous parle de l'intelligence des raptors, on s'en rend vraiment compte à ce moment-là, dans cette scène, et en même temps c'est une scène qui passe bien parce que on voit pas le coup de feu, le mec on le voit pas forcément se faire dévorer non plus, donc il y a c'est plein de petits trucs comme ça qui est génial, qui sont géniaux dans le cinéma de Spielberg aussi. C'est ce qui fait sa patte, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on n'aura jamais tout dit, mais on a quand même pas mal abordé le premier film. Je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième film, donc c'est parti, musique. On est à la rubrique, j'allais dire, mais non, n'importe quoi, je suis à fond dans le podcast Movies Nerd alors que c'est un hors-série. Donc on va parler du deuxième film Jurassic Park, Le Monde Perdu Jurassic Park, ou The Lost World, comme vous voulez. Le réalisateur, c'est toujours Steven Spielberg, le scénario est de David Koepp, d'après le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Il est sorti aux États-Unis le 23 mai 1997 et en France le 22 octobre 1997, donc voilà, c'est encore plusieurs mois d'attente à l'époque. On retrouve ici Jeff Goldblum toujours en Ian Malcolm, Julianne Moore qui interprète le docteur Sarah Harding, Pete Postlethwaite, pardon. Il est très dur à dire son nom. Il est décédé, cet acteur, en plus. Surtout que j'avais jamais lu ce nom, donc. Mais ça, c'est vrai, c'est un super acteur, et il est décédé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Il a joué dans plein de films. Hein. Oui, mais quand je l'ai revu le film, je me suis dit. Mais il a une tête qu'on retient, de toute façon. Donc lui, il joue Roland Tembo.
Arliss Howard qui joue Peter Ludlow, Richard Attenborough qui reprend son rôle de John Hammond, et Vince Vaughn, Vince Vaughn qui joue Nick Van Owen, et Vanessa Lee Chester qui joue Kelly Curtis Malcolm, donc la fille du professeur Ian Malcolm. Et voilà. ils se ressemblent pas du tout. Mais c'est pas grave, on y croit quand même quand elle fait sa gymnastique et qu'elle bat des raptors avec ses pieds. Pour beaucoup, ce que j'ai entendu un peu partout, c'est que Kelly, c'est un peu le personnage qui dérange, au même titre moi, elle m'a pas tant dérangé ça. Que la femme, l'épouse Kirby dans le 3. Alors non, franchement, si on compare les deux, moi je prends 100 fois Kelly Curtis Malcolm. Oui. Et d'ailleurs, quand tu joues au jeu Jurassic Park Builder sur Facebook, j'ai pas trop compris pourquoi, mais il y a Kelly Malcolm dedans comme personnage. D'accord. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était un film qui est sorti quelques années après le succès énormissime du premier. J'imagine ce que ça devait être de l'avoir vu en salle, le choc que ça a dû être, pardon. Et du coup, voilà, il de retourne. De voir le monde perdu ou Non, le premier. Ah oui. Et du coup, ils sont retournés pour tourner le deuxième avec Steven Spielberg, toujours en réalisateur. Et voilà, on va vous parler rapidement du film. Eddie, si tu veux commencer sur quel point, toujours sur le scénario, j'ai fait comme ça pour les trois, donc le scénario. On va parler du scénar en premier. Ouais. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est un hommage à King Kong de 1933. Oui. Ça, je pense que ça se voit assez. Il y a assez de détails. Il y a assez de clins d'œil pour vous faire comprendre que. Voilà, le nom du bateau qui les emmène sur Isla Sorna. Donc ça se déroule plus sur Isla Nublar. Voilà. Ça se déroule sur l'île où on créait les dinosaures avant de les emmener dans le parc. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est le genre de détails que je connais, mais j'en suis pas absolument sûr. Par exemple. C'est ça. C'est ça. Ouais, puisque j'ai vu le film hier, donc je peux te le dire que c'était ça. Bon, mais voilà, c'est ça. Donc je me trompe pas. Moi, je les ai pas revus avant, parce que je pense que je les ai vus suffisamment. Mais moi, je me suis remis dans l'ambiance. Voilà. Donc oui, il y a un gros hommage à King Kong avec le nom du bateau, le Venture. Ensuite, le fait qu'il ramène le T-Rex à San Diego, sur le continent. Plein de petits trucs comme ça. Après, moi, ce que je dirais, c'est que Spielberg réalise ici un film quand même plus centré sur l'aventure encore et riche en action pour le coup. Ce que n'était pas forcément le premier en termes d'action. Mais en même temps, c'est un choix que je comprends dans le sens où... Le livre est peut-être plus centré action. Pas forcément, moi je trouve pas. Il se passe pas mal de trucs, mais je trouve pas que ça soit... Ouais, ça vient pas du livre, donc c'est... Non. Il se passe pas mal de trucs mais dans le deuxième. C'est quand même la volonté de Spielberg de faire un truc plus centré action. Ouais. Puis en fait, je pense que si tu veux, c'est qu'avec le premier film, le postulat sur la génétique et ses dangers, il est déjà posé en fait. Donc du coup, faire la suite, c'est... Mais en même temps, c'est pas une suite pour faire une suite. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Le monde perdu apporte quand même quelque chose. C'est que du coup, le postulat sur la génétique est posé dans le premier film. Donc on sait que c'est dangereux, mais qu'en même temps, ça a un côté qui peut être bien. En fait, la génétique est dangereuse lorsqu'elle tombe, pas forcément elle est dangereuse quand elle tombe entre de mauvaises mains. Entre les mains du capital. Ce qui n'est pas forcément le cas du premier. Ce qui est un peu plus le cas dans les romans, justement. C'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que les deux se complètent bien, en fait. Mais du coup, la génétique peut aussi faire des choses bien, parce que c'est vrai que on peut ramener des dinosaures, on peut les contrôler à une certaine mesure. On voit que ça marche pas très bien dans le premier. Mais finalement, c'est pas dans le premier, c'est pas un problème de sécurité, c'est du sabotage dans le premier qui fait tout cafouiller. Voilà. Mais le deuxième est intéressant dans le sens où au-delà du danger de la génétique, il parle surtout de l'avidité humaine par rapport à ça. Concernant la science, là en fait on est vraiment dans le postulat de la grosse entreprise qui a fait un truc énorme, qui lui a échappé et qui du coup veut le récupérer, même si c'est dangereux et qu'ils en ont conscience en fait. Donc on met vraiment plus l'homme face à... C'est un film très écologique. C'est ce que je voulais dire, c'est que il a un message très écologique et naturaliste, vraiment puissant, anti-chasse aussi. On bien, parle du braconnage, ça je l'ai pas mis dans mes notes, mais c'est vrai. Ce qui est bien.
Et du coup, ouais, voilà. Non, je voulais juste dire ça. Et c'est intéressant de mettre l'homme comme ça face à ce qu'il fait en fait et ce qu'il malheureusement fait toujours actuellement. Ouais. Il détruit, il est en train de tuer sa mère, quoi, la mère nourricière, la planète. Ouais. Et donc on est vraiment là-dedans. C'est pas forcément perceptible comme ça au premier abord, c'est plus une réflexion qu'on peut se faire sur le film, mais ça traduit ça, quoi, le fait, c'est InGen qui veut aller récupérer comme ça, InGen l'entreprise, qui s'occupe, qui a lancé Jurassic Park. Voilà, qui était à la base à John Hammond, mais qui a été repris par son cousin, par son neveu, pardon, ouais. Voilà. Ludlow. Voilà. Et en fait, le fait que Ludlow veuille récupérer à tout prix les dinosaures pour refaire un parc à San Diego, pour concurrencer le SeaWorld et compagnie. Ça montre bien que voilà, on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas totalement sous contrôle et qui est potentiellement dangereux, mais on n'abandonne pas le truc, quoi. Ouais, on fait un truc dangereux mais qui est loin de la civilisation, et là on va vous le remettre dans la civilisation, ce qui est encore plus con. Et ce qui est bien avec Jurassic Park, c'est que ça montre pas la pertinence, l'obstination humaine un peu débile parfois. Et l'ignorance humaine aussi, face au danger. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien fait dans le film. Moi j'ai vraiment apprécié ce point-là. Le deuxième parle quand même plus de ça. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, parce que le message c'est pas forcément, le message ici c'est pas forcément de démontrer qu'il ne faut pas perturber l'équilibre naturel. Enfin, il y a ce message-là. Il y a ce message qui montre qu'il faut pas perturber l'équilibre naturel avec la science. Et l'autre message qui est quand même assez fort dans le film et qui est très présent, c'est aussi de suggérer, entre guillemets, que la nature reprend ses droits et qu'elle peut aussi s'accorder avec la science, puisque les dinosaures évoluent naturellement sur Isla Sorna, donc l'île où se passe le film. Ils évoluent naturellement sur cette île en créant un nouvel écosystème, finalement. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, ce rapport entre les deux. Ça vient vraiment... je trouve que c'est fort dans le sens où, du coup... il parle vraiment de l'homme qui peut faire des choses horribles avec la science, mais qu'en même temps, ces choses horribles-là peuvent finalement s'accorder à l'écosystème. C'est un film qui est assez ambigu, en fait, dans ce qu'il propose. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui l'aiment un peu moins, parce que je pense que le message est plus complexe. Quand tu regardes sur Internet, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce film. Et c'est assez surprenant. Je comprends pas, en fait, parce que bien sûr, il y a quand même il y a certains problèmes. On va pas... c'est pas aussi parfait. Mais non, puis t'as forcément pas les mêmes sensations que devant le premier. T'as pas le côté émerveillement, tu l'as plus. Le côté terreur, tu l'as un peu. T'as des scènes là, niveau tension qui sont fortes dans celui-là. Non, on en parlera. Mais je pense que c'est aussi par rapport à ça. Mais après, moi, je trouve qu'en termes de message, il est plus ambigu, il est plus... C'est un film un peu plus sérieux aussi. C'est pas... Il y a deux ambiances différentes. Et en même temps, ça reste une vraie suite à Jurassic Park. Curieusement. Oui, donc voilà. Moi, qu'est-ce que je vais rajouter ? On va peut-être parler rapidement des personnages qui sont revenus. Par exemple, Jeff Goldblum qui revient avec son professeur Ian Malcolm, qui cale toujours une blague entre deux trucs. L'excès pour moi, c'était le moment. On parlera de la scène dans la réalisation, je pense, avec la corde, où à un moment. Le cheeseburger avec ketchup. Voilà, c'est vraiment exagéré, mais voilà. Ouais, je trouve que ça passe bien, moi, ça me gêne pas. Je trouve que ça choque par rapport au contexte. Au contexte super sérieux du film. Et là, il arrive avec sa blague sur les cheeseburgers et les deux autres qui rajoutent des frites avec ça. C'est vrai, voilà. C'est un peu, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça me choque pas, mais oui, elle est un peu quand même. Elle est un peu, un peu exagérée. Mais sinon, voilà, moi j'aime beaucoup ce film. Je comprends pas pourquoi tant de monde le déteste. Le déteste, ne l'aime pas autant que le. Il n'est pas détesté, mais il est moins apprécié, quoi. Les nouveaux personnages, Dr Sarah Harding, donc jouée par Julianne Moore. Moi, c'est là que j'ai connu Julianne Moore et depuis, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc,
je vais pas dire que j'ai détesté, j'ai bien aimé son personnage. C'était pas non plus le personnage que j'ai préféré dans le film. C'est un peu c'est le mix entre Ellie et Alan Grant. Ouais, mais trouve. ouais, je préfère Ellie. Ah oui, Ellie est plus. Après, moi, Laura Dern, de toute façon. Voilà. Il y a aussi, moi, le personnage avec lequel je me suis le plus identifié, et donc, ce qui m'a. Comme on va parler après des problèmes du film, mais c'est le personnage de Vince Vaughn, Nick Von Owen, lequel je me suis le plus identifié en fait, et il disparaît entre les deux. Voilà. Alors, c'est les problèmes du film. pour moi, le plus gros problème du film. On peut en parler maintenant, voilà, si tu veux. Hein. Le plus gros problème du film pour moi, c'est cette coupe entre. Donc, à un moment, on est sur l'île pendant une bonne heure et demie. Quand c'est résolu sur l'île, en gros. Voilà, ils vont tous dans l'hélicoptère, ils vont à San Diego, et après. Ils se rendent compte que finalement, Ingen ramène le T-Rex ramène le T-Rex et le petit. Et le mâle T-Rex et le petit à San Diego. Et du coup, on a juste Jeff Goldblum et Julianne Moore qu'on revoit dans toute l'équipe. Et on ne sait pas ce que devient Vince Vaughn. Vince Vaughn, Nick Van Owen. Donc, on ne sait pas ce qu'il devient, et on a vraiment l'impression qu'il y a une coupe de je sais pas, 10 minutes qui pourrait lier entre les deux. C'est vrai que ça, même en regardant les bonus, en se renseignant et tout, voilà. je sais pas pourquoi il apparaît après. On a l'impression qu'il y a eu vraiment qu'il a dû retourner des scènes pour rallonger la durée de son film. Je pense, enfin, s'il avait fini sur le plan où il quitte l'île, je sais pas ce que ça aurait donné. Bon, après, on saurait pas ce qui se... Ça aurait pas fait trop fini, parce que San Diego, c'est quand même dans la continuité, je trouve. Oui, puisqu'on voit qu'il capture le T-Rex et le petit. Et du coup, ça c'est... C'est pas du rajout, parce que c'est quand même amené depuis longtemps, cette scène-là, en fait. Et voilà, donc ça c'est pour moi un des plus gros problèmes. Après, il y a aussi le problème, certains personnages qui font vraiment des trucs idiots, qui se mettent en danger, et ça m'a vraiment la première fois que j'ai vu le film, ça m'a pas choqué parce que j'étais encore émerveillé par le premier et j'étais content de retrouver la magie dans le deuxième. Et du coup, mais par contre, quand je le revois, à chaque fois je vois Julianne Moore qui se met en danger pour prendre des photos, alors que c'est à côté, elle a un espace assez sécurisé pour prendre des photos de dinosaures, alors que là elle risque de se faire écraser à tous les moments. Ian Malcolm et Nick Van Owen se font du souci pour elle. Ils sont, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle fait des roulades entre les dinosaures tranquille. Ça, il y a vraiment un souci pour moi avec cette scène. Aussi le truc avec le bateau. À San Diego. Ah oui, j'ai pas trop... Alors moi, j'ai jamais trop compris non plus. Je pense, il me semble que j'ai lu 2-3 trucs sur JurassicPark.fr qui l'expliquent, mais je me rappelle pas assez pour retranscrire. Mais il faut aller voir. Je crois qu'il y a des théories sur le fait que ce serait les raptors ou les Compsognathus. Les Compsognathus, c'est les tout petits dinosaures, les tout petits qu'on voit au début du film qui attaquent la petite fille. Qui sont cool d'ailleurs. Vraiment, j'ai bien aimé. Mais ça fait un peu, ils font un peu poulet, je trouve. Mais ils ont vraiment existé. C'est pas ce que je préfère. Moi, je suis un gros fan des raptors et du T-Rex. Et surtout des raptors, j'adore les raptors. En fait, oui, il y a une théorie qui serait, il me semble. Alors là, j'ai grosse guillemets sur ce que je vais dire. Mais il y a une théorie comme quoi, et je crois que c'est dans le roman, c'est peut-être dans le roman que j'ai lu ça, mais le roman je l'ai lu il y a un moment déjà. D'accord. Et comme quoi, en fait, ce serait les Compsognathus ou les raptors, je sais plus, qui auraient bouffé l'équipage du bateau déjà en marche. Un truc comme ça. Et sauf que je comprends pas, parce que du coup, comment le bateau s'en va? Et puis le truc qui, enfin, si c'était par exemple le raptor, puisqu'on voit que c'est le raptor ou le T-Rex qui sont sur le bateau, on voit que, normalement c'est que eux qui sont sur le bateau. On voit pas de raptor sur le bateau dans le film. Le bébé, c'est un T-Rex ou c'est un raptor? Ah non, c'est un T-Rex, le bébé, le petit du T-Rex. T'as pas remarqué? Si. Non, j'ai juste confondu là. Donc il y a le petit et le plus grand. Oui. Et donc ça me paraît bizarre que dans la cabine ils aient réussi à manger le capitaine en laissant la main sur le truc. Sans faire d'autres dégâts visibles sans défoncer la cabine du capitaine par exemple. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment assez incohérents. C'est ça, on comprend pas trop. Et puis quand
quand ils sont en train d'essayer d'appeler sur la Terre avec leur radio, ils voient que le truc avance et il y a personne qui fait rien. Ils attendent vraiment le dernier moment pour bouger. Et ils se voilà. rendent compte que le bateau arrive à toute vitesse dans le port et Voilà, ils pourraient au moins mettre les civils de côté parce que ils peuvent peut-être s'imaginer un truc, je sais pas. Non, rien. Après, il y a le côté aussi que justement, Ludlow est hyper content de. Bah voilà, il a réussi à ramener le T-Rex. Il est il veut pas se faire venu pour l'inauguration, donc je pense qu'il veut pas créer un mouvement de panique non plus. Ouais. Il y a tout ça, quoi. Mais bon, en même temps, il est très con parce que. Ouais. Après, ils se font tous buter, donc voilà, c'est complètement con. Voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui m'ont choqué. Mais après moi, le film en entier, moi, j'apprécie vraiment. Je passe toujours un très très bon moment devant. Et c'est vraiment. Ça fait vraiment gros film d'aventure là. Et plus action aussi. Bon, il y a plus action et même en termes de violence, je trouve qu'il est. Bon, là, on rentre carrément dans l'ambiance. Mais c'est dans l'ambiance Indiana Jones 2, mais ça c'est cool parce que. Mais je trouve qu'en termes de violence, celui-là est peut-être un peu plus cru. Bah oui, juste. Je sais pas. C'est clairement montré, quoi, certains trucs. Je sais pas, genre la mort de. Le Eddie Carr, là, qui se fait. Qui du coup, les deux T-Rex reviennent. Enfin, quand les deux T-Rex balancent la caravane de la falaise et que du coup l'autre, Eddie arrive avec sa voiture qu'il essaie de remonter, mais du coup les T-Rex l'entendent, ils reviennent. Là, c'est vrai que quand il se fait bouffer, c'est assez dégueu. Ouais, bah c'est, enfin voilà. Mais ça me gêne pas. C'est Spielberg qui a son, enfin, avec ses deux. Il fait des trucs plus violents et je sais pas, moi ça me dérange pas. Après, si je l'avais vu petit, je sais pas comment j'aurais réagi. Et moi, en fait, j'ai plus vu, quand j'étais petit, j'ai plus vu Le Monde Perdu. Ah, le deuxième ? Ouais, d'accord. Ouais. Et le premier, je l'ai revu beaucoup plus après, mais et du coup, c'est vrai que le premier me choque moins parce que j'ai tellement été, je pense, plus habitué à la violence du deuxième. Bon, que c'est pas non plus hyper violent. Non, c'est pas un Sin City. C'est pas un moins de 12 le film, hein, mais c'est vrai que c'est montré plus frontalement, voilà. Ça, je pense que le mot est juste. Et on voit ça aussi dans le 3. Ouais. Un petit peu aussi. Mais c'est ce qui est bien avec Steven Spielberg, c'est ce que j'apprécie aussi chez ce réalisateur, c'est qu'il prend pas les gosses pour des cons. Il leur fait pas un truc super épuré, super la vie c'est magnifique, il y a que. Même quand c'est violent, même si c'est détourné, en fait, même quand c'est suggéré, ça reste violent. Voilà, en fait. C'est ça. Et donc il prend vraiment pas pour des idiots, et ça j'aime beaucoup ça chez Spielberg. Encore une qualité en plus chez ce réalisateur. Voilà, après il y a aussi le message écologiste, on en a déjà parlé, message anticapitaliste aussi, on n'arrête pas de tout. Enfin voilà, ils veulent encore plus d'argent. Et ça, je pense que ça va être une thématique de Jurassic World. Dans Jurassic World qui devrait aussi, Mais voilà, justement ça. Et puis la relation père-fille, j'ai trouvé assez intéressante. Oui, la relation est bien amenée, qui est pas géniale non plus, mais c'est pas elle est classique, mais elle est pas mal. Dans le premier, on entend parler, il dit qu'il a 4 enfants. Et qu'il est toujours à la recherche d'une future ex-Madame Malcolm. C'est ça. Et voilà, là, c'est bien de pouvoir avoir au moins un de ses enfants. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur le scénar. Sur le scénar, la technique après. Alors, la technique, je voudrais revenir sur 2 trucs. Vas-y, je t'en prie. Donc, moi, j'ai moins de choses à dire sur la technique, mais. Donc, pour moi, ma scène préférée, c'est la scène où il y a les 2 T-Rex qui attaquent la caravane. Et même si, quand je l'ai revu l'année dernière, je crois. Et je l'ai revu avec quelqu'un, et c'est vrai qu'il m'a fait la remarque. Il me fait, on voit quand même que c'est un vérin qui actionne la mâchoire. Ah bon ? Ouais, lui il a trouvé. Moi c'est vrai que ça me choque pas parce que je suis habitué, mais franchement je préfère un petit peu, en fait. On voit vraiment la mâchoire du T-Rex de très très près sur les côtés là, quand ils sont de chaque côté de la caravane. Mais je préfère encore voir ça que de voir des effets spéciaux faits par ordinateur complètement loupés où l'éclairage fonctionne pas. D'ailleurs, enfin, si vous voulez un exemple d'effets spéciaux faits par ordinateur qui fonctionnent pas, vous regardez tout ce qui a été fait de Star Wars épisode 1 et puis vous avez par exemple tout ce qui fonctionne pas avec la lumière qui se projette sur parce que la lumière c'est pas quelque chose qui peut être calculé. La lumière c'est quelque chose qui peut pas être calculé par un ordinateur aussi précisément que c'est fait naturellement. Et donc voilà, c'est juste ça. Donc tout ce plan là avec la corde surtout,
où il balance la corde Mais la tension monte vraiment petit voilà. à petit. Cette scène, c'est déjà une des meilleures, la meilleure scène du film pour moi. C'est un peu le point culminant tel que l'était celle du T-Rex dans le premier. Ouais. Mais là, cette fois, il y en a deux. Et là, il y en a deux. Donc c'est pour ça qu'on pourrait facilement dire aussi que parfois le monde perdu verse un peu dans la surenchère. Mais après, c'est deux parents qui cherchent leur enfant. Enfin voilà, c'est. Après, c'est pas pareil, c'est que c'est débile après. En 3. En 3, si vous voulez cracher sur un truc débile, crachez sur le 3, mais crachez pas sur le 2. Oui, voilà. Non, mais dans le deuxième, peut-être, le fait, il y a 2 T-Rex, il y a 2 fois plus de dinosaures aussi. Ouais, mais bon, moi ça me choque pas, parce que comparé à toute la surenchère qu'on nous fout dans la gueule, enfin, moi je suis désolé, je sais que t'adores les Hobbits, mais moi. Là, voilà, Peter Jackson, même dans King Kong, je trouve que c'est. Enfin, il y en a trop, quoi. Il y a trop de choses. Enfin, la bataille des 5 armées, excuse-moi, mais. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. En termes de surenchère, on y est vraiment. Et dans King Kong, c'est pareil, quoi. Dans King Kong, c'est pire. Kong se bat avec 3 T-Rex. Oui, mais King Kong, j'aime bien. King Kong, moi, j'ai vraiment du mal. Plus ça va et moins ça va, en fait. Mais j'ai une preuve enregistrée que j'ai dit que je n'aimais pas trop le 3, hein, le Hobbit. Oui, je parce sais. Que justement, je trouve que c'est trop surenchéri et puis. Enfin voilà, donc on va revenir sur un très bon film. Donc voilà, je voulais juste venir sur ce plan de la corde où il la lance et on le suit avec un plan séquence où on peut le suivre de l'arbre jusqu'à la caravane qui est en train de tomber dans le fossé. Et c'est juste, mais à chaque fois que je vois cette scène, j'hallucine parce que on voit pas les rails du travelling, on voit rien, et la caméra reste super stable et il passe. Les rails, ils les ont effacés à l'ordi, je pense. Ouais, j'imagine, mais enfin voilà, normalement on peut toujours sur ce genre de film, on peut toujours voir à peu près, surtout dans les années 90, on pouvait voir quand ils effaçaient quelque chose par ordinateur. Et là, j'essaye souvent de voir. Après, c'est de nuit, hein. Ouais, aussi. Ça aide aussi parce que ça passe mieux. Il est pas con, hein, Spielberg. Bah oui, de nuit, justement. ça passe mieux. Voilà. Donc voilà, et puis on le suit jusqu'à cette scène, jusqu'à ce plan où ils sont tous les trois au fond, sur la vitre. En train de se craquer. La scène est assez angoissante aussi, la scène où Sarah tombe. Où elle tombe sur la vitre, on commence à voir les craquelures au niveau de la vitre, c'est aussi assez angoissant. Ouais. Après, moi, la scène, tension, moi j'aime beaucoup cette scène-là. Moi j'aime bien celle avec les raptors dans le village, à la fin. Très très bien. Mais une scène que j'aime beaucoup et je trouve niveau tension, elle est vraiment forte. Et elle me met mal à l'aise aujourd'hui encore, parce que je me mets à la place des deux personnages. C'est les raptors qui creusent. Non, pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est la scène. Non, celle-là est très bien en termes de mise en scène. On voit les mains, puis après les pattes. Enfin, c'est bien. Les enchaînements de plans sont vachement bien, je trouve, dans cette scène-là. Dans celle qui me met mal à l'aise et qui est vachement bien amenée au niveau de la tension, pour moi, c'est vraiment une leçon de mise en scène. C'est la scène où tout le groupe du coup bivouac dans la forêt. Ouais. Et on a Sarah et Kelly qui sont dans une tente, dans une toile de tente. Et on voit l'ombre du T-Rex. Au départ, on voit le T-Rex. On sait que les T-Rex arrivent parce que il y a l'eau qui remue dans les flaques d'eau. Donc ça, c'est très propre à l'univers Jurassic Park. On entend le bruit sourd du T-Rex qui approche. Et après, on voit l'ombre du T-Rex, qui se reflète sur la toile de la tente. Ensuite, il passe sa tête à l'intérieur et là, les personnages, elles savent qu'il est là et il les renifle un peu et il grogne et tout. Et là, c'est vrai qu'en plus, on est dans l'animatronique, donc ça rend encore mieux. Et cette scène-là, mais elle est... mais moi, je m'imagine à leur place avoir cette mâchoire aussi imposante juste au-dessus de la nuque, là. Et puis la petite qui se réveille et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup... Elle lui couvre la bouche pour pas qu'elle crie, pour pas qu'elle bouge. Ah ouais, non, elle fait flipper cette scène quand même. Hein. Et mais il y a des petits bijoux de mise en scène et de tension dans ce film qui sont vraiment qu'on retrouve pas dans le premier et qu'on retrouve dans aucun autre film de Spielberg et qui sont. C'est pour ça que je l'aime beaucoup en fait, je pense aussi, comme tu dis, parce qu'il a cette petite spécificité à lui que justement Jurassic Park 3 n'a pas. Oui. Juste encore un petit truc au niveau de la technique, pour moi le meilleur
c'est pas je sais plus maintenant si c'est un fondu enchaîné, j'arrive pas à me souvenir, mais pour moi le meilleur moment de montage c'est quand on voit la mère de la petite fille qui s'est fait attaquer par les petits dinosaures, qui crie. Et puis d'un coup, on coupe sur Jeff Goldblum derrière des palmiers. C'est pas un fondu, c'est une coupe directe. C'est un cut. Ouais, c'est un cut. Et on coupe sur Jeff Goldblum derrière des palmiers dans le métro, qui en a rien à foutre. Et c'est un peu comme dire, c'est un peu ça. On pourrait pousser le vice plus loin en disant elle crie, elle a peur, elle voit des dinosaures, et lui en fait il est un peu blasé. Bon je reviens dans le deuxième film. Non, je pense pas que ça soit ça, hein, c'est pas le message, mais ça me fait un peu rire, ça. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs moments de montage que j'ai pu voir. C'est drôle, c'est bien trouvé, c'est astucieux. On sait pas au début, on croit qu'il est peut-être sur un plateau télé, sur quelque chose, et puis d'un coup on entend et surtout qu'en plus le fond derrière lui, il est dans le métro à San Diego, et le fond derrière lui, je crois que c'est une plage avec des palmiers. C'est une plage avec des palmiers, c'est pour ça. C'est ça qui est assez marrant. Voilà, donc et puis après on voit que, enfin, ce qui est bien aussi, c'est qu'il explique pas tout, c'est que c'est dans les sous-entendus aussi. Quand il arrive dans le métro et qu'il y a ce mec qui vient l'interroger sur son passage à la télé, on imagine qu'il a dû expliquer ce qui s'est passé, que pas beaucoup de monde l'a cru et qu'il y a Après, il l'explique un peu plus à Ludlow quand il se rend chez Hammond. Mais il explique que. On comprend en fait qu'il a certainement fait un peu ce que fait Grant dans le 3 au début. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il se fait bien dans le 3, et les gens sont bien blasés. Le pauvre. Et donc voilà, au niveau technique, ce film est aussi super impressionnant. Voilà, il y a des milliards d'idées dans la réalisation. Et c'est toujours super bien trouvé au niveau de la profondeur de champ. Puis là, pour le coup, c'est vrai que la dimension divertissante, moi je la trouve vachement bien dosée. Quoi. Mais on passe toujours un très bon moment devant. Enfin, moi je passe toujours un très très bon moment. Il y en a qui le trouvent un peu long le deuxième. Moi je trouve pas, justement. Il y a peut-être quelques. Ouais, je pourrais être d'accord sur quelques petits moments au début. Moi, il y a 2-3 scènes que j'aime pas, mais c'est normal que je les aime pas. Tu vois, par exemple, j'aime pas la scène où. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Enfin, si l'acteur c'est Ray Ifans, mais je sais plus comment s'appelle le personnage. C'est pas Carter, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, je vais pas arriver à te ressortir le nom. C'est pas grave. Mais du coup, c'est une scène où il se fait. En gros, il bivouaque encore une fois, et c'est en plein jour, et du coup, on a l'un des personnages qui s'éloigne du groupe pour aller faire la grosse commission. Et il tombe nez à nez avec une petite troupe de compis, justement, des compsognathus. Et elle est assez horrible cette scène. Mais elle est trop cool, moi j'adore. En plus, mais du coup, elle met vachement mal à l'aise. Ouais, en plus, on voit. Enfin, il se fait attaquer par tous ces petits. Non, c'est pas Ray Ifans, c'est Peter Stormare et l'acteur c'est Dieter Stark. Enfin, l'acteur c'est Peter Stormare et le personnage c'est Dieter Stark. Voilà. Et vous le connaissez sûrement de Prison Break. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah merde, c'est le mec de Prison Break. Voilà. Et du coup, c'est vrai que lui, sa mort dans le film est assez horrible. Ouais. Et en plus, on voit pas vraiment, mais on voit le sang qui coule doucement sur l'eau. C'est le pur Spielberg, quoi. Voilà. C'est suggéré, mais horrible. Voilà. C'est vraiment ça. C'est la même chose qu'il utilise dans Les Dents de la Mer, et c'est très bien aussi utilisé là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre si t'as encore quelque chose à rajouter, la musique toujours impressionnante, voilà, John Williams. Plus angoissante aussi. Et j'aime bien le remix du thème qui est un peu plus action. Enfin, vous l'entendrez sûrement quand on est passé, quand on est passé entre le premier et le deuxième. Je mettrai cette musique et vous verrez de laquelle je parle. Vous l'avez déjà entendu en théorie. Voilà. Quoi. Et elle est vraiment super. Moi, le dernier truc que je voudrais dire pour finir, c'est la scène finale qui me met aussi la chair de poule. Elle est un peu du même acabit que celle du Welcome to Jurassic Park. Voilà, c'est exactement la même. Enfin, c'est pas exactement la même, mais c'est la même émotion, tu veux dire. Ouais, la même émotion, et surtout ça personnifie la phrase qu'ils disent pendant tout le film, c'est Nature finds its way, donc la nature trouve son chemin, si vous voulez, ou je sais pas comment il dit en français parce que la vie trouve son chemin. Voilà, donc c'est à peu près la même chose, et du coup on voit tous ces dinosaures interagir entre eux, et voilà, donc ils sont tranquilles pour l'instant sur l'île avant qu'ils se fassent. C'est ça, on en revient à ce que je disais au début, tu sais, la question écologique, que justement on nous montre aussi que ils vivent dans leur propre écosystème, quoi. Ouais, voilà. À l'écart. Et il fallait les laisser comme ça, hein,
t'entends coup, Jurassic Park 3. Et t'entends Jurassic World aussi. Voilà. Même si, du coup, Trevorrow l'a dit, mais apparemment, la Jurassic World ne tient pas forcément compte du Monde Perdu et de Jurassic Park 3. Donc, Bah on oui, sait puis pas ce à qu'est mon avis, devenu ils iront pas Sorna. sur. À mon avis, On sait pas ils ce qu'est sont. devenu Sorna et c'est un peu Ouais. con. Enfin, même Ouais. sans se baser là-dessus, je pense qu'il faudrait l'évoquer, quoi. Enfin, je pense que si fonctionne bien le film, tu peux t'attendre à une suite, donc on peut s'imaginer qu'ils aillent sur cette île, ou alors qu'ils trouvent une nouvelle île. Aussi, parce que Mais normalement, il y a plusieurs îles. dans ce film d'ailleurs, on voit la carte avec les 5 îles. La Cinco Muertes. Voilà, Cinco Muertes. Et du coup, ça pourrait apporter pas mal de trucs, mais après, ce serait bizarre de voir. En fait, on a une île encore qu'on n'a pas mentionnée où il y avait encore des dinosaures. Ouais, mais ça ferait vraiment. Ouais. On vous présente une île et c'est un nouveau prétexte pour faire un nouveau film. Ouais. Donc voilà. Voilà quoi. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport à ce non, moi film. c'est bon. Voilà. Donc voilà, on est. Ça va être plus rapide sur le prochain. Oui. Voilà, donc ça dépend parce que des fois, bref. On va en parler tout de suite après cette musique. Après cette magnifique musique composée par John Williams aussi, non non, Don Davis. Non, voilà, Don Davis le troisième. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est moins bien. Le thème est quand même. Le thème est pas mal, mais le thème est plutôt joli. Il mais a bien repris, je trouve. N'est pas John Williams qui veut et n'est pas Steven Spielberg qui veut. Puisque le réalisateur est Joe Johnston. À qui l'on doit déjà. Mais moi j'aime bien The Rocketeer et Captain America. Alors moi je n'aime pas son Captain America. Par contre j'adore Jumanji. Ouais, Jumanji j'ai un peu de mal. J'adore Robin Williams, mais j'ai un peu. C'est vraiment un souvenir d'enfance, mais maintenant que je l'ai revu à la mort de Robin Williams, je l'ai revu et ça passe moins bien, je trouve. Ouais, moi j'aime beaucoup Jumanji, même Chérie, j'ai rétréci les gosses, j'aime plutôt bien. Il est sympa, ouais. Mais Joe Johnston, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt. Après, il a fait des films qui sont clairement pas super, mais voilà. Mais même Wolfman, j'avais pas détesté. Je l'ai pas vu. Donc, c'était pas mal, je pense que c'est un film qui a été injustement décrié, Wolfman. Donc le scénario est de Alexandre Payne, Peter Bushman et Jim Taylor, d'après les personnages créés par Michael Crichton, donc c'est pas basé sur un livre comme les deux précédents. Normalement, si je me plante pas, en ce qui concerne le scénario, tu dois avoir une sacrée tournée de personnes. Ouais, j'imagine. J'ai pas regardé qui c'était, sur quel film ils avaient bossé. Alexander Payne, c'est assez surprenant d'ailleurs. Nebraska. Parce que voilà, c'est lui qui a fait The Descendants, Sideway. Nebraska, Sideway, et Monsieur Schmidt avec Nicholson. Ouais. Donc c'est assez surprenant, c'est pas du tout son registre. Donc, Et Jim Taylor, je suis juste en train de regarder, donc Monsieur Smith, la famille Savage, l'arriviste, je sais vraiment pas ce que c'est ces films, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais il a écrit le scénario de Sideways, par contre. Donc et voilà. Peter Bookman, tu l'as dit, non ? Oui, Peter Bookman. Donc voilà, c'est une équipe de. Peter Bookman qui a quand même scénarisé, parce que c'est important de le dire là pour le coup. Vas-y. Qui a scénarisé Eragon 2005. Bah oui, ça se ressent au niveau du scénario. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout est lié. Donc le pauvre Steven Spielberg est relégué au niveau de producteur délégué. Et il voulait pas le faire, Spielberg. Et ça se ressent. Il voulait pas le faire, en fait. Johnston voulait faire Le Monde Perdu, et Spielberg l'a pas laissé faire. Ouais. Heureusement. L'a pas laissé faire, et du coup il avait dit qu'il y avait un troisième, il ferait le troisième. Donc ça c'est une info que je tiens de JurassicPark.fr.
Et je les cite, c'est important. Bah oui. Mais d'ailleurs, ils ont fait un excellent podcast aussi sur Jurassic Park 3. Oui, d'ailleurs, on vous invite à écouter leurs podcasts, ils sont vraiment super hyper sympas. bien enseignés, et du coup, ils vont vous apprendre plein de choses. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'émission. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher, vous aurez juste à cliquer. Ouais, parce que sur Wisner, on en est super sympa. et du coup, Spielberg est producteur. Producteur délégué. Ouais, mais il n'était pas hyper présent. Voilà. Je pense que le projet l'a vite gavé, étant donné qu'il y a eu plein de réécritures et tout. Voilà, et puis il avait d'autres choses à faire à cette époque. Je pense, ouais, aussi. Si, il avait fait. À l'époque, il faisait AI en 2001, je crois. Donc, alors, attends. En 2001, je pense qu'il faisait AI. Il devait préparer Minority Report, j'imagine. Il me semble que c'est Minority Report, ouais, surtout. Donc AI qui est sorti. Et même Kathleen Kennedy, elle l'a dit, le film. Ouais, il y a eu des soucis, elle a été honnête. Il vaut mieux. Donc AI en 2001 et Minority Report en 2002. Arrête-moi si tu peux en 2002 aussi, donc voilà. Ouais, il avait pas mal de trucs à faire. Ouais, il avait du taf. Ouais. Donc voilà. Le film est sorti aux États-Unis le 18 juillet 2001 et en France le 8 août 2001. Il n'y avait pas autant à attendre. Mais pourquoi pour ce film. Donc on retrouve, pour mon plus grand plaisir, pour moi c'est le seul intérêt du film, c'est qu'on retrouve professeur Alan Grant, Sam Neill, qui est un de mes acteurs préférés et un de mes personnages préférés de fiction. Donc voilà, on retrouve, on retrouve pas, on découvre William H. Macy. On retrouve Laura Dern aussi. On retrouve Laura Dern dans un petit rôle où elle envoie toute l'armée américaine pour les sauver, ce qui est complètement réaliste. Laura Dern qui a un pouvoir politique exceptionnel dans ce film. Et du coup, donc on découvre William H. Macy qui joue le rôle de Paul Kirby, Théa Leoni qui va vite vous agacer en Amanda Kirby, Alessandro Nivola. Leoni, c'est un peu le Jar Jar Binks de Jurassic Park pour les fans. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. Alessandro Nivola qui joue Billy Brennan, Trevor Morgan qui joue Eric Kirby, donc leur fils. Et puis après, il y a pas mal d'autres acteurs. Trevor Morgan qui est pas qui est bien, dans quoi je trouve. Il a joué, alors lui, je me rappelle de lui dans The Patriot de Roland Emmerich. Ouais, je vois ça. Où il jouait l'un des enfants de Mel Gibson dans le film, qui est l'un des Roland Emmerich que j'apprécie le plus, je pense. Ouais. Mais il est, puis même là dans le film, je trouve pas mauvais. Ouais, non, il est, franchement, par rapport à sa mère, il est mieux. Bon, c'est juste pas hyper cohérent par rapport à son âge. Le fait d'être capable de survivre 8 semaines sur une île pleine de dinos. Mais déjà, bon, ça... mais de toute façon, ce qui amène ce gamin sur cette île, ça n'a pas de sens déjà. Ouais. Donc, déjà, alors l'idiotie humaine à son comble se trouve dans la scène d'introduction où, après avoir entendu, j'imagine. De toute façon, on parle du scénario, là, c'est parti. Ouais, on parle du scénario, c'est parti. Après avoir entendu, j'imagine, pas mal d'interviews de gens qui étaient à Jurassic Park, de gens qui ont survécu à Jurassic Park, les rumeurs, sûrement il y a eu pas mal d'émissions, de trucs de radio, de journaux, tout ça. Malgré tout ça, il y a donc le père, pas adoptif, mais... le beau-père de... Voilà, le beau-père de Eric Kirby, qui décide d'emmener son fils, son beau-fils, voilà, à côté de l'île pour faire du parachute. Parachute ascensionnel. Voilà, parachute ascensionnel, je cherchais le mot, attaché à un bateau avec 2-3 Mexicains à bord qui se feront bouffer alors, le parachute au bout de ascensionnel, quelques... c'est très sympa, hein, mais pas à côté d'Isla Sorna en fait. Voilà, parce que surtout quand on passe à un moment dans le brouillard total et qu'on voit plus le bateau, et du coup après on voit que les Mexicains se sont fait bouffer, et on se rend compte qu'on est un peu dans la merde, et surtout que le bateau allait se crasher. Donc voilà. Le prémisse du film annonce la stupidité du scénario. Voilà, déjà j'ai pas mal annoncé, donc je t'en prie si tu veux parler. Après, c'est vrai que le scénario casse pas des briques, parce que c'est ni plus ni moins, c'est une redite un peu du 2 où en fait on reprend l'élément du 2 qui est que Ian Malcolm va chercher sa fiancée qui est sur l'île,
Mais sa fiancée, elle y est pour de bonnes raisons. C'est qu'elle est en expédition de repérage, de documentation. Ça a du sens. Voilà. Là, Je crois que c'est- Paul Kirby et Amanda Kirby devraient se faire arrêter par la police parce que kidnapper des gens pour les emmener sur des îles pleines de dinosaures, c'est pas très bien, non? Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et, Surtout quand ils doivent revivre des traumatismes. ouais, et même quand ces personnes sont capables de faire le même cri que le raptor avec une caisse de résonance. Bref, une chambre de résonance. Ouais, en fait, ils reprennent un peu l'élément de Malcolm qui va chercher Sarah, sauf que dans Le Monde Perdu, ça avait un sens finalement. C'était bien amené, c'était intelligent. Et ici, en fait, c'est vraiment le prétexte. Alors, je suis pas assez calé pour sortir toutes les théories qu'il y a sur Jurassic Park 3 en termes de scénario. Je sais que c'était des choses vachement plus farfelues. Ouais. Vraiment plus farfelues. Et je vous invite vraiment à écouter le podcast de JurassicPark.fr du coup pour ça. Mais vraiment pour parler du scénario en lui-même, c'est un prétexte à faire ce troisième film. Oui. C'est un prétexte aux scènes d'action et c'est... En fait, le scénario de ce troisième film est assez représentatif de tout ce syndrome dont est empreint le cinéma de blockbuster hollywoodien actuel. C'est Ouais, qu'il alors, fait des films avec un cette scénario... année, vous avez l'exemple parfait, hein. Alors, autant je prie pour que Star Wars 7 soit le meilleur film de tous les temps, autant je suis dégoûté de voir autant de films qui sont repris des franchises des années 80-90 pour en faire des suites ou des remakes. C'est pas la première fois, mais je trouve que cette année est assez condensée en matière de tout ça. Oui. Donc voilà, c'est encore plus un exemple. Et on n'est pas à l'abri de ça pour Jurassic World. Hein. Oui, bah oui. Et donc voilà, donc c'est vraiment le problème de ce film, hein, c'est vraiment son scénario, parce que du coup il ne pose pas d'enjeu. Non. Contrairement aux autres films. À part sauver un gamin qu'on a vu 2 minutes. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un gros film d'aventure qui vole pas haut, qui peut être divertissant si on se laisse prendre au truc, mais c'est tout. Par contre, moi, c'est un film qui me gêne dans la saga. Pour ses incohérences un peu scientifiques, j'ai envie de dire. Je suis pas un expert en paléontologie, mais pour moi, un T-Rex qui mord le cou d'un Spinosaurus, qui est quand même le cou du Spinosaurus, qui est un gros carnivore bipède. Le cou du Spinosaurus c'est quand même relativement fin pour l'espèce comparé à celui du T-Rex qui était beaucoup plus massif pour supporter justement la tête énorme du T-Rex. Et quand le T-Rex mord dans le cou du Spinosaurus, pour moi en toute logique le Spinosaurus a quand même plus que mal, je pense qu'il devrait s'effondrer. Mais non, c'est le Spinosaurus qui bat le T-Rex et qui tue le T-Rex. T-Rex qui est évidemment l'emblème de la saga Jurassic Park. Donc, si ça s'appelle pas chier à la gueule des fans, je sais pas comment ça s'appelle. Et moi, ça me gêne. Ouais. Toi, je sais que ce combat te choque pas plus que ça. Maintenant que tu l'expliques plus, ça me paraît vraiment assez incohérent, c'est vrai. Mais alors je l'ai vu 2 fois le si film. tu veux mettre une nouvelle espèce comme ça sur le devant de la scène, c'est pas un problème parce que mais Spinosaurus, en fait, il a de la gueule dans le film. Il est bien fait. Moi, c'est une espèce que je trouve intéressante en plus. Mais on n'est pas obligé d'évincer le T-Rex comme ça, quoi. Alors c'est pas le T-Rex du premier film, heureusement. Mais on suppose que du coup c'est soit le mâle ou la femelle du deuxième, ou leur petit, carrément, soyons fous. Mais non, je pense pas, parce que ce serait trop rapide la croissance du petit. Enfin bref, là on part dans. Voilà, là, on part dans des spéculations. Donc voilà, moi c'est un détail, c'est vraiment un détail qui me gêne dans ce film. Par contre, un autre détail qui me gêne aussi, c'est l'intelligence des raptors, qu'on nous vend justement comme des animaux hyper intelligents, et pourtant à la fin du film ils prennent peur. Et ils se font berner par les humains, quoi. Ils sont pas vraiment bernés, ils sont contents de retrouver leurs œufs. Ils sont contents de retrouver leurs œufs, mais ils ont quand même peur quand Alan Grant souffle dans la chambre de résonance. Enfin, il y a des trucs mais comme c'est ça, je trouve ça pas crédible. Oui, mais c'est vrai que enfin, moi, c'est ce que je dis, c'est que quand on branche son cerveau et qu'on regarde le film, on voit toutes les incohérences. Par contre, le problème, c'est que quand tu fais de la critique et que tu es amené à regarder un film quand même assez objectivement, tu remarques ce genre de truc. Oui, tu peux pas débrancher ton cerveau. Et c'est ça en fait qui me pose problème, tu vois, c'est que du coup, ça démystifie un peu le mythe du raptor de Jurassic Park, qui est quand même hyper intelligent et qui est vicieux, tout ça, quoi.
je trouve, cette scène. Ouais. Donc voilà. Alors que D'accord. dans le Ouais. reste du film, ils sont pas comme ça en plus. Ouais, ils sont vicieux, ils Ils sont bien. sont malins, Ouais. enfin, ils tentent des pièges, des choses qui restent crédibles face à l'ensemble de la saga. Et puis là, à la fin, on s'en débarrasse aussi facilement. Enfin, je trouve ça assez. Hmm. Ça Ouais. me pose un peu problème, moi. Ouais. Par contre, Mais bon, après, à dans, côté, il y dans a- ce qu'ils se sont embarqués, je sais pas comment ils auraient pu résoudre le truc autrement que tous les personnages meurent et récupèrent leurs œufs. tu sens que c'est un film qui est un peu fait de bric et de broc, quoi. C'est Ouais. que c'est vraiment. Il faut des. Il faut Comment ils s'appellent il faut des les... actions et des conséquences, quoi. les dinosaures qui volent, les ptérodactyles. Les pteranodons. Pteranodons, J'ai pardon. toujours un doute sur les reptiles volants. Donc, parce que ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des reptiles volants. Oui, voilà. Moi j'ai trouvé la scène plutôt cool. Alors par dans contre, tout- voilà, ça je ouais. voulais y venir. Cette scène-là, elle est vraiment bien, par contre. Ouais, parce que c'est Parce que tout là, on dans est le vraiment dans la brouillard. partie technique, en fait, maintenant, je me rends Ouais, compte. Enfin, ouais. Cette scène-là, mais alors ça, c'est la En scène même temps, le que- scénario, il n'y a pas beaucoup à discuter, donc. Non, voilà. Et ça, c'est la scène que Johnston voulait faire. Ouais. Et Et elle on est bien sent que faite. ça se sent de toute façon. Mhm. Et c'est vrai que Ouais. la scène est vraiment cool. Elle est vachement bien Ouais, faite, ouais. elle est bien mise en scène. Il y a une certaine gestion de la tension qui est intéressante. Le problème, c'est que cette scène-là, avec la scène finale de l'attaque du Spino sur l'embarcation, Ouais. voilà, c'est les deux scènes qui sauvent Ouais, un peu le film, mais malheureusement, ça sauve pas tout, quoi. C'est pas suffisant. Ouais, moi je voulais juste quand même revenir vite fait au scénario en fait et au problème avec les personnages. Parce que si je disais que les personnages dans le 2 ils se mettaient en danger pour des raisons qui sont complètement idiotes, là ils sont vraiment stupides. Ah bah là, c'est les joyeux neuneux tous, qui vont faire une rando, hein. Enfin, ça fait un peu ça, hein. Tous autant qu'ils sont, sauf Professeur Alan Grant. Ouais, parce mais que... même, tu vois, enfin, non, lui, c'est le plus, Non, attends. c'est le plus malin. C'est celui qui est calé. Oui, c'est celui qui est calé, bien sûr. Mais après, c'est vrai que même là, je trouve que tu vois, ils font vraiment pas honneur au personnage dans ce film-là. Enfin, Moi, je trouve le meilleur aspect du film, c'est de revoir ce personnage et de le revoir dans ses actions. Oui. Et je trouve qu'il trouve des bonnes solutions aux problèmes. Mais bon, enfin, tu vois, il y a un truc qui choque un peu, c'est quand même le mec qui est dégoûté des monstres créés par InGen, les dinosaures, qui du coup se rattache vraiment à la paléontologie parce que c'est sa passion. Mais par contre, quand on lui propose un gros chèque pour aller sur une île infestée de dinosaures, il dit oui, tu vois. Donc ça, Oui, c'est... Oui, mais attends, ils lui ont pas proposé d'aller sur l'île. Ils lui ont proposé de survoler l'île. Oui, survoler l'île, ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même une différence parce que au début, quand on le voit dans sa salle où il explique tout dans la conférence où il explique la paléontologie, pardon. À sûrement des élèves ou des... Il explique l'intelligence des raptors, ouais. Voilà. Et il y a personne qui applaudit parce qu'ils en ont rien à foutre. En fait, ils sont là pour parler de Jurassic Park. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il dit... Mais ça, la scène est assez grosse aussi, quoi. Tu vois, il n'y en a pas un seul qui applaudit. Bon. C'est pas un film hyper subtil, tu vois, dans les détails. Oui, mais c'est vrai. Mais tous ceux qui veulent parler de Jurassic Park ou de l'Isla Nublar, Nublar, ne levez pas la main. Il y en a juste un qui lève la main. Enfin voilà. Il y a aussi, il dit à un moment, enfin à la fin en fait de cette conférence, je n'irai plus jamais sur cette île, enfin pour plus rien au monde, je n'irai sur ces îles. Là il les survole, il n'imagine pas. Il imagine pas qu'il va se poser, mais bon. Il imagine pas être capturé, taper dans le cou pour être évanoui et après se poser. Il imagine pas se faire assommer. Voilà. Ouais. Donc après pour moi il y a des trucs que je trouve très cons, enfin tu vois, alors il y a la scène du T-Rex qui me plaît pas, il y a la scène avec le T-Rex qui me plaît pas, il y a la scène la fin avec les raptors qui me plaît pas, puis il y a aussi la scène super conne du raptor dans l'avion, quoi. C'est le truc, enfin c'est le summum du kitsch là, enfin. Ouais, on va dire qu'il. Je la trouve même pas drôle, enfin. Non, mais elle est pas censée être drôle. Enfin, si, elle est censée être plutôt comique, je pense. Je pense que c'est un peu sa volonté, enfin sinon je vois pas à quoi elle sert. À part montrer que le personnage de psychote. Ouais, il a peur de se retrouver de nouveau sur l'île.
Ouais, mais justement, tu vois, c'est ça, c'est que il a peur de s'y retrouver, mais bon, il la survole, donc tu vois, c'est plein de trucs comme ça que je trouve un peu con. Ouais, bon, on va passer. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça qui me gêne, moi. Oui, on va vite énumérer les trucs stupides qu'ils font. Donc la nana qui va être insupportable, Amanda Kirby, qui crie avec un mégaphone vers la jungle le nom du donc Eric, qui crie partout. Alors Alan Grant qui arrive, qui dit vous pouvez pas fermer la gueule de votre femme parce que là c'est pas possible, elle est trop conne. À limite le film tu peux le prendre comme ça, quoi, comme un gros foutage de gueule. Ouais, et enfin voilà, c'est déjà ça. Ensuite ils hurlent dans la jungle. Pour des raisons qui sont complètement connes aussi, pour retrouver un gamin qui est perdu et qui s'en sort très bien par lui-même alors qu'il a 8 ans ou 10 ans, je sais pas. Et pendant 8 semaines, il survit. Il a 12 ans, je crois. 12 ans. Il survit dans la jungle entouré de dinosaures. Et il a, enfin, alors que les plus grands paléontologues, mais pareil, les plus il a grands... récupéré de l'urine de T-Rex, comment tu veux qu'il fasse ça? J'aime bien la réponse. Enfin, c'est complètement con. Comment t'as réussi à avoir de l'urine de T-Rex? Vous ne voulez pas savoir. Mais oui, non mais si t'es pas capable de l'expliquer dans ton film et t'en parles pas, enfin, tu vois, c'est ça. Et en plus, je comprends même pas pourquoi il a récupéré de l'urine de T-Rex. Il a été avec son impère et puis son tube à essai, puis il a attendu qu'un T-Rex fasse ses besoins, quoi. Voilà. Pour moi, le pire truc, c'est aussi quand Alan dit au personnage quand il se retrouve face au T-Rex, qui est vraiment cool. Enfin, les visuels, on en parlera après, mais. Ouais, le T-Rex un peu plus vert. Voilà. Alors qu'ils étaient plus bruns dans les autres films, c'est pas mal, ouais. Mais visuellement, moi, il me choque pas, le film. Ah non, il est super beau visuellement. J'ai entendu dans des podcasts et tout qu'il y en a qui aiment pas trop le design des dinos et de la jungle. Bon, c'est vrai que les raptors, je les trouve pas super jolis. Mais ils choquent pas, enfin... les plumes, soit tu le remettais complètement, soit tu le remettais pas du tout. Mais après, le Spino, par contre, moi, je le trouve pas moche, quoi. Ce dinosaure, il a de la gueule. Il est super bien fait. Donc voilà, ils se retrouvent devant le T-Rex, il dit aux autres personnages de pas bouger, et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Voilà, donc tout ce qu'on a appris dans le et premier et dans le deuxième... Même son collègue, là, Billy, qui est quand même... qui est un spécialiste, paléontologue. Donc voilà, ça j'y viendrai juste après parce que c'est encore un truc encore plus stupide. Donc il court devant un T-Rex. Alors les deux premiers ils peuvent aller se faire voir, les deux premiers épisodes de la saga, parce que leur vision est basée sur le mouvement, leur acuité visuelle, leur acuité visuelle. Suppose, voilà. On le suppose, mais il s'avère que c'est vrai, on le parce suppose dans la réalité, et puis dans le film, il s'avère que c'est une spéculation qui est vraie, en fait. Mais ça reste du domaine de la spéculation. Ensuite, Billy, qui est un paléontologue, qui vole des œufs de raptor pour les ramener chez lui, pour se faire de l'argent. Voilà. Donc, je dirais juste ça. Et Billy qui est super fort parce qu'il se fait troncher la gueule par des ptéranodons, mais à la fin du film, il survit et il a même réussi à sauver le chapeau d'Alan Grant. Et en plus tu vois du sang dans l'eau. Oui. Et tu t'imagines qu'il est mort, et là tu le vois dans l'écho. Ok, d'accord, t'as survécu. Je sais pas comment t'as fait pour survivre à une descente qui devait être assez haute, j'imagine. Surtout qu'après les ptéranodons l'approchent bien. Les ptéranodons, voilà. Les raptors qui tordent le cou à un humain, ça aussi ça m'a dérangé. Ça me choque moins, mais c'est vrai que je trouve ça complètement con. Comment un raptor pourrait connaître la morphologie humaine. Voilà, la morphologie humaine, le seul point faible, un des points faibles de la morphologie humaine. Voilà. On va peut-être passer à la technique. Donc, moi j'y étais déjà passé, mais... Ouais, mais moi je vais juste... Joe Johnson, il adore ses fondus enchaînés, j'ai l'impression. Parce que il sait faire que ça en montage. Fini la subtilité dans le premier ou dans le deuxième. Là c'est vraiment fondu enchaîné. Il y en avait marre à un moment, et le film il dure 92 minutes et il passe de scène en scène juste avec des fondus enchaînés. Voilà, donc l'école, je sais pas s'il a juste monté lui-même le film, il est pas allé à l'école montage, je pourrais pas te dire, je sais pas.
le montage, il n'y a même pas marqué. Ah si, Robert Dalva. Donc bravo mec, t'as fait une super école de montage. Mais voilà. Moi je trouve que le film, il a tous ses problèmes scénaristiques, mais il est vraiment, moi je trouve fun. Il est pas Joe Johnston, il est pas au niveau de Spielberg, mais en niveau de réalisation, mais il s'en sort quand même pas mal. Il a quand même des petites idées techniques qui sont cool. Il joue toujours avec la profondeur de champ, pas aussi bien que Spielberg bien sûr, mais c'est quand même cool de voir ça. Et puis sinon les animatroniques, ils sont vraiment tellement, ils sont super beaux quoi. Moi, oui, par contre et les effets visuels numériques sont j'ai trouvé qu'ils étaient meilleurs que les premières bandes annonces de Jurassic World. Oui, mais c'est vrai. D'un film de 2001 qui surpasse une bande-annonce faite en 2015. Donc voilà. Ça, on peut pas l'enlever au film, que c'est vraiment une non, mais super techniquement, film, la technique est là, hein, c'est comme on dit, c'est le scénario qui suit pas, quoi. Et justement, le scénario, il suffit de débrancher son cerveau et d'apprécier les décors et les effets spéciaux. Après, je pense que c'est pas forcément non plus la faute qu'a Johnson, hein. Je pense que non. Qu'a Johnston, hein, je pense qu'il est il est en partie responsable, mais bon, Spielberg a laissé les choses faire aussi. Je pense que on pourrait plus s'en prendre au niveau des scénaristes, puisque quand même, j'ai vu qu'ils étaient 3 là, mais je crois avoir vu 4 noms au générique. Il y a 4 noms au générique de Jurassic World. Hein. Ouais, et de Jurassic Park 3, et c'est souvent pas bon signe. Après Jurassic World, c'est Rick Jaffa et Amanda Silver dans un premier temps. Donc ceux qui ont fait La Planète des Singes, les origines. C'est super ça par contre. Donc ça par contre, voilà, ça c'est intéressant. Et après c'est carrément Colin Trevorrow et Connolly, son acolyte. Voilà. D'accord, ok. Donc mais des personnes vraiment sur le projet, quoi. Parce que là c'est vrai que dans Jurassic Park 3 c'était des personnes quand même assez extérieures sur certains points, donc l'alternance entre les deux effets animatroniques et effets visuels numériques, c'est toujours super bien réussi par contre ça, bien, moi j'ai vu aucune différence quasiment, et c'est vraiment super agréable de voir un film comme ça. Là où ça me gêne aussi par rapport au deuxième, tu vois, le deuxième rajoutait des nouvelles espèces. Et on voyait les stégosaures, on voyait tout ça, enfin on voyait les stégosaures, les Parasaurolophus, le Pachycephalosaurus et tout ça. Bon, je sais que je te parle en chinois. Un petit peu là. La scène, les stégosaures, c'est la scène que tu trouves un peu conne avec Sarah. Qui prend les photos. Oui, en fait, maintenant que tu le dis, je vois. Et bien en fait là dans celui-là, dans le 3, il rajoute des dinos aussi, il rajoute des corridors. Le spinosaure déjà. Il rajoute le spinosaure, après au niveau des herbivores il rajoute des corythosaures, ils doivent rajouter des edmontosaures aussi, ils rajoutent des ankylosaures, mais c'est vraiment des petites scènes quoi. Ils font plus office de figuration, on n'a pas vraiment de scène avec eux. Ça pourrait pas être gênant, mais c'est vrai que du coup c'est dommage quoi. Tu te dis quand tu vois Jurassic Park, tu vas aussi pour voir des dinosaures bien faits quoi. Donc moi je trouve ça un peu dommage, mais après c'est plus c'est très personnel ça par contre. D'accord, ouais. Moi ça me gêne. Bon voilà, on va peut-être conclure sur le film. Moi je passe un bon moment devant le film. Pas dire que c'est génial, mais j'en avais un pire. Non, mais moi je le déteste pas non plus. Hein. En fait, si je le prends à part de la saga, ça reste un. Ah mais si j'avais pas vu les autres, j'aurais été émerveillé par ce film. Oui, c'est divertissant et tout. Mais après voilà, c'est au sein de la saga qui m'emmerde un peu ce film. Et si moi je devais conclure, du coup je dirais que de manière générale le film tend trop à être un blockbuster, et du coup la mise en scène de Johnston ça s'en ressent je trouve. Et puis de ce fait ça évince quand même pas mal l'émotion et l'émerveillement des deux premiers. Ouais, voilà, super conclusion, j'ai rien à rajouter. Oui, je l'avais vu qu'une fois, je l'ai vu une deuxième fois pour ce podcast, et je l'ai trouvé moins pire que dans mes souvenirs, parce que comme j'avais enchaîné les 3 à la suite. Mais moi c'est pareil, je trouve moins pire que la première fois, ça m'avait emmerdé. Ça m'avait choqué mais maintenant je le revois, je me suis fait une idée aussi sur le film, donc.
Surtout, enfin, c'est vraiment très personnel par contre ça, mais comme j'adore Alan Grant, j'étais vraiment déçu de pas le voir dans le deuxième. Ouais. Et j'étais super, enfin, je me suis réjoui de voir qu'il était dans le troisième, mais quand j'ai vu le film, j'étais un peu désolé pour lui. Mais voilà, donc on va passer. On a fini sur la saga et on va passer maintenant vers le futur dans quelques jours. De toute façon, la date de sortie du podcast, donc vous l'aurez dans une petite dizaine de jours. La date de sortie du podcast ce sera le 7 juin. Donc vous l'aurez le film sortira dans 3 jours, voilà, à peu près. Et donc on va passer à nos attentes sur Jurassic World. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast spécial Jurassic Park, donc puisqu'on l'a fait en l'honneur de la sortie de Jurassic World qui sera dans quelques jours, on va vous parler de nos attentes. Déjà, on va vous inviter à écouter le Parlons Cinéma épisode 1, où on parlait, Eddie et moi-même nous parlions de nos attentes et de ce qu'on redoutait par rapport à la bande-annonce qui était sortie juste le jour de l'enregistrement du Parlons Cinéma. Donc voilà, écoutez ça pour avoir un peu plus de détails, mais là on va quand même rentrer dans nos attentes par rapport au film, ce qu'on craint, ce qu'on a envie de voir, et voilà. Donc Eddie, je t'en prie, vas-y, tu peux commencer. Ça va être assez rapide. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un film intelligent. J'ai envie de voir un film qui soit pas justement comme Jurassic Park 3, qui soit pas juste un prétexte à faire de l'action, mais qui ait quand même du fond derrière. Donc je m'attends pas forcément au niveau de Jurassic Park, mais plus à un film du niveau du Monde Perdu. Après, je m'attends quand même à être un petit peu émerveillé, même si je sais que j'aurai pas le même émerveillement que devant le premier. Mais je m'attends quand même à avoir une certaine dose d'émerveillement. Moi, il y a des espèces qui vont apparaître dans ce film que je suis content de voir, genre le mosasaure par exemple. Et ensuite après voilà, moi je suis assez content aussi de l'intelligence des raptors, de la manière dont elle a l'air d'être développée dans ce film. Par contre, voilà, après les choses que j'ai pas envie de voir, c'est un film qui soit trop porté sur l'action. Il faut qu'il y en ait, hein, ça me pose pas de problème. De toute façon, il y en aura. Il y en aura, ça c'est sûr, au vu des bandes annonces. Mais j'espère pas aussi que ce soit que ça. Voilà, faut pas que ça soit que ça. Moi, j'espère que comme dans Jurassic Park, on aura quand même un film qui va prendre le temps. Que ce soit une aventure. Ouais, qui va prendre le temps de faire de l'exposition. Après que ça pète un peu plus peut-être dans la dernière, parce que le film apparemment va faire 2 heures, hein, a priori. Si ça pète un peu plus dans les dernières 40 minutes, pourquoi pas. Mais voilà, si pendant 1 heure ils prennent bien le temps de nous exposer le truc, de bien voir de nous montrer le parc aussi, parce que je pense qu'on va quand même avoir droit à pas une visite du parc, mais on va voir certains éléments. Voilà, ça me plaît bien. Mais voilà, je veux pas qu'au bout d'une demi-heure de film, ça parte déjà en couille et qu'après voilà, ça soit 1h30 que de bastonnage avec l'Indominus et tout ça, quoi. Ça m'embêterait un peu plus. Voilà, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord au début, le côté de l'hybride et tout, ça m'embêtait un peu. Moi ça m'embête toujours un petit peu, hein. Et puis maintenant je comprends en fait pourquoi ils ont créé cet hybride. Je comprends la métaphore qu'il va avoir par rapport au scénario. Enfin, je comprends son importance dans le scénario, puis du coup la métaphore qu'il représente par rapport à tout ce qui est scientifique, Hollywood, l'écologie et tout ça. Ça, je comprends.
Maintenant, voilà, je suis. Mais bon, moi, je suis quand même assez confiant sur Jurassic World depuis le début. Mhm. C'est vrai que le trailer numéro 2 le trailer officiel, hein, pas les spots Ouais, TV. La t'as les première bande-annonce refroidis. m'avait vraiment bien plu. Mm. Mais Ouais. la deuxième bande-annonce m'avait un peu fait peur parce que j'avais un peu l'impression que le film était quand même produit par Michael Bay, étant donné le nombre de trucs qui explosaient. Voilà, donc Ouais, j'espère que la bande-annonce 2 montrait vraiment beaucoup de choses et qui du coup montrait vraiment d'action. donne plus l'impression, presque une fausse impression du film. Voilà. Ouais, j'espère que ce sera pas la bonne impression qu'on a eue en voyant cette bande-annonce. Non, 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 j'espère pas non plus. Mm. Puis voilà. Après, je pense que c'est un film que je vais maintenant, voilà, jusqu'à la sortie, je vais essayer de le laisser un petit peu de côté Mhm. et je vais arrêter de regarder des spots TV et des Mhm. extraits. Je pense. Ouais. Je vais me laisser. Je pense que je vais faire un peu abstraction de l'univers Jurassic Park. Je vais peut-être aller faire des tours sur des forums, des trucs comme ça. Ouais. Mais jusqu'au 10 juin, je pense que voilà, je vais laisser ça un petit peu de côté Ouais. Pour la salle, ouais, pour la salle et puis pour le plaisir d'aller voir le film aussi au au cinéma. cinéma. Ouais. Si l'un de mes cinémas daigne le passer un jour, parce que pour le moment, le 10 juin, j'ai l'impression que c'est mort, donc ça me fait un peu chier, ouais. Donc Si vous entendez vous serez ça, gentil de ne pas me spoiler ceux qui écoutent ce podcast et qui ont contact avec moi régulièrement. Voilà. voilà. Donc voilà, c'est à peu près pareil. J'ai vraiment peur que ça devienne un film d'action, comme je l'avais dit dans le Parlons Cinéma premier du nom, puisque la bande-annonce révèle quand même pas mal de choses. J'imagine qu'il a pas tout révélé en scène d'action, donc on peut imaginer qu'il y en a encore d'autres. Ouais. Donc voilà, moi de ce que je vois sur Wikipédia, dans le genre en premier, c'est aventure, et c'est ce que j'ai envie de voir, c'est de découvrir le parc en premier lieu, comme tu l'as dit, vraiment de se mettre dans l'univers, de se mettre dans l'ambiance, et puis d'un coup les scientifiques vont trop loin et ça dégénère, mais pas au bout de 30 minutes. C'est parce qu'avec tout ce qu'on sait, j'arrive pas à me faire une idée de comment va démarrer le film. Je sais pas, je sais pas. Une visite du parc. Mais ouais, parce que pour moi, il y a tellement de scènes qui justement se prêtent à une visite. Et puis le côté Owen qui explique sa relation avec les Raptors. Et puis Claire qui dit que l'Indominus sera présenté au public dans 3 semaines. Enfin, il y a plein de. J'ai l'impression que c'est un film qui va vraiment se passer sur. Contrairement par exemple à Jurassic Park, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, je pense que c'est un film qui va pas se dérouler sur Sur une une période de durée temps. Ouais, une de petite période, 48, de 48 heures, 72 heures. Je pense que c'est un film qui va plutôt se dérouler sur Ouais, sur peut-être un mois, 2 mois. un mois, 2 mois, ouais. et il y aura des ellipses. Ouais. D'ailleurs, je vois le titre québécois qui me fait très rire, Monde Jurassique, voilà, je voulais le dire. Bah, le parc Jurassique, hein, le premier s'appelait comme voilà, ça. donc c'est à peu près pareil. On n'a pas dit, c'est réalisé par Colin Trevorrow, donc voilà. Il y a aussi Chris Pratt qui est dedans, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Ty Simpkins, Irfan Khan. Et Omar Sy qui a fait le show. Si vous n'avez pas vu Omar Sy lors de. Je pense que ce sera repassé sur YouTube. Lors du live stream là, à l'UGC Normandie à Paris, il était content. Voilà, il était très content. Et très très drôle aussi. Voilà. Il pétait un petit câble, mais en même temps on le comprend. Et moi je suis content que Omar soit dans ce film. Parce que Omar, c'est pas que le comique de service, ça peut aussi être un très bon acteur. Ouais, il est très bien, Omar. Il y a aussi la musique de Michael Giacchino. Donc ça, moi je suis très impatient de découvrir moi je sais que tu as écouté les... moi j'ai déjà écouté les 9 minutes disponibles. Je suis pas convaincu par la première partie. Enfin, pas convaincu, c'est pas que ça me plaît pas, mais ça fait un peu fourre-tout, je trouve. Par contre, la deuxième, qui est plus axée sur la tension, je la trouve très bien. D'accord. Donc maintenant, voilà, on va voir. Je n'attends pas à ce que ça soit le nouveau John Williams, mais s'il pouvait se hisser un petit peu au-dessus Hans Zimmer, qui nous propose toujours la même soupe, ce serait bien. Je pense qu'on peut faire confiance à ce compositeur, parce que tout ce qu'il nous propose ces derniers temps, c'est vraiment de la super bonne qualité. Je suis assez d'accord. Et du coup, ça sort vraiment du lot. Et ça fait plaisir qu'ils aient. J'aurais bien aimé retrouver John Williams, mais je sais pas s'il aurait été peut-être un peu fatigué par l'univers.
Fatigué par l'univers, et puis bon, John Williams, il est déjà sur un gros projet à Ouais. côté. Hein. Donc, Star Wars, c'est pas rien non plus. Quoi. Prends tout ton temps, s'il te plaît. Oui, donc voilà, Oui. Michael Giacchino qui réalise la musique, qui orchestre la musique et tout ça. Ça, je suis très content de voir ça. Voilà, moi, je veux voir un film vraiment qui me propose une aventure et qui me propose pas seulement un Transformers avec des dinosaures. C'est ça. Transformers 4 voilà pour parler de lui et puis voilà, j'espère voir un petit peu plus d'Omar Sy qu'on a vu dans X-Men. Apparemment c'est le cas. Et Colin Trevorrow a bien précisé que Omar, parce que justement Colin Trevorrow a dit dans une interview que ça l'avait un peu surpris que Omar n'ait pas un rôle plus conséquent dans X-Men Days of Future Past. Surtout qu'il joue un rôle super important dans les comics en tout cas. Oui, apparemment, moi j'ai pas lu les comics. Il joue un rôle super important et là il est relayé mais à l'arrière-plan et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Et là du coup, il a bien précisé Colin Trevorrow qu'il avait écrit le rôle pour Omar et que du coup, c'est pas ce qui, enfin voilà, c'est Omar allait avoir un rôle conséquent dans Jurassic World. Voilà. Donc je pense qu'on a tout dit. Je veux juste voir aussi un film à message. Ce qui est intéressant avec les Jurassic Park, c'est que c'est pas seulement un film avec des dinosaures, c'est que ça propose aussi une vue assez critique de la société actuelle de l'époque déjà, mais qui est encore plus d'actualité en ce moment et dans notre époque. Oui. J'espère vraiment, oui, en tant que fan, oui, du coup, ça m'embêterait que le film se ramasse la tronche et qu'il soit pas réussi, quoi. Voilà. Donc vous connaissez notre avis, je pense que vous êtes aussi impatient de découvrir le film à l'heure où vous écoutez le podcast. Et puis de toute façon, on vous en reparlera sur Movies Nerd, dans le podcast, dans des critiques. Comptez sur nous, du film. Je pense que ça va être assez chargé sur le site au mois de juin, surtout qu'il y a aussi le Pixar qui sort, donc voilà. Vice versa, puis alors celui-là c'est vrai qu'on l'attend tous aussi, donc voilà. Du coup, on est tous très impatients de découvrir ces films au mois de juin, et puis on va passer à la fin de l'émission, donc c'est parti. Donc merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, qu'on vous a donné un bon avis sur Jurassic Park. J'espère que vous n'avez pas écouté sans avoir vu les films, parce que ce serait vraiment dommage. J'espère que vous les avez trouvés constructifs. Voilà. Du coup voilà, vous pouvez nous retrouver sur le site moviesnerd.net où on fait nos critiques et nos podcasts. Eddie, vas-y, je te laisse expliquer tout le baratin qu'on dit à la fin. Tout le baratin, j'ai pas compris. Donc sur Twitter, Sens Critique, etc. Ah oui, moi c'est Eastarkfield sur Twitter, Eastark sur Sens Critique, Eastark sur Movies Nerd, et puis sur Facebook, c'est tout. Mais c'est pareil, oui, c'est tout. Sur la page Facebook de Movies Nerd. Voilà. Et puis voilà, donc moi c'est The Lexal sur Twitter et Sens Critique. Si vous voulez voir tous les films que je vois dans le mois, Sens Critique, c'est le seul endroit où vous pouvez découvrir tous les films, toutes les merdes que je regarde pendant le mois. Des fois je regarde surtout pour la recommandation pas très recommandable que vous avez écouté dans le podcast Movies Nerd précédent. Vous pouvez regarder Spawn et souffrir en même temps que nous si vous voulez. Voilà. Et du coup voilà, vous pouvez nous retrouver sur le site, je l'ai déjà dit. Ah oui, j'allais oublier iTunes, commenter, laisser des étoiles, parce que ça nous fait connaître à une nouvelle audience qui n'a peut-être pas idée du podcast. Et n'hésitez pas avec le bouche à oreille, et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer. Oui, aussi. Pas de souci. On vous donnera l'agenda des dates. Oui, maintenant on est à peu près calé sur l'agenda. Avant c'était un peu plus l'anarchie, mais là c'est à peu près calé. Voilà. On est un peu plus professionnel sur ce point-là, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc SoundCloud pour retrouver les derniers épisodes, PodCloud pour retrouver tous les épisodes. Et je crois que c'est tout. Donc on va vous dire à la prochaine. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc salut et bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée. À quelle heure vous écoutez le podcast, je ne sais pas, mais voilà. Allez, moi, à l'heure qu'il est, je vous dis bonne soirée à tous. Soirée. Et puis, Jurassic Park oblige, on laisse le mot de la fin au T-Rex. T-Rex. You did it. You
crazy son of a bitch, you did it. But you were so busy worrying about if you could. You didn't stop to think about if you should. Soon we'll see without a doubt it ain't good. When lives are lost, you're about to be chaos. Chaos. Who in the blazes is this man? I'm Ian fucking Malcolm, played by Jeff fucking Goldblum. Oh, I loved him in Earth Girls Are Easy. Call me a theme park purist, but when Pirates breaks down, pirates don't eat the tourists. Chaos! Chaos? What is that you query? It's my motherfucking chaos theory. I'm Ian fucking Malcolm. He's Ian fucking Malcolm. Give us a score. Tell us some more. Ian fucking Malcolm. In Australia, a butterfly can flap its wings. In America, it causes Hurricane Katrines. The butterfly effect, affecting the future. It isn't just a film with Ashton Kutcher, it's chaos. Chaos. I'm Ian fucking Malcolm. He's Ian fucking Malcolm. And I'll make your fucking gal come. Hey, what's your name? Laura Dern. God darn you for being so darn smoking. God darn you for being so darn hot. I'll learn you to maybe do some poking, maybe do some stroking. Baby, I'm just joking. Yeah, no, I'm not, cause I'm Ian fucking Malcolm. He's Ian fucking Malcolm. I was looking for the next freaking whore to be the next ex Mrs. Malcolm. You so brazenly play with Dino DNA. Hear me when I say that life finds a way. Chaos, 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 chaos. T-Rex, you saved us! This was Jurassic Park. This was Jurassic